Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir tous ici avec moi. Mon nom est Maître Darine El-Masri, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je porte deux chapeaux durant la journée. Je suis la chef des formations et du développement mondial pour Kidproof Canada et aussi je suis la présidente de Kidproof pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, un gros bonjour pour tout le monde. Je suis en train de voir les messages, les participants, beaucoup de personnes que je connais. Et donc, ça me fait plaisir de revoir ici. Maintenant, on a à peu près 500 inscriptions. Donc, on va être un grand nombre aujourd'hui. Je vois que les chiffres des participants continuent à augmenter. Mais pour ne pas faire attendre, puisqu'on a beaucoup de pain sur la planche, je vais quand même débuter. Euh, alors, évidemment, j'ai un petit accent québécois. Je vais essayer de contrôler ça à travers la formation, à travers notre conférence. Pour les personnes qui sont moins confortables avec le québécois, alors je vais essayer d'adopter mon accent français le plus possible. Je ne sais pas à quel point ça va être possible, mais je vais faire un effort. Donc, bienvenue à la conférence de Kidproof pour euh, intitulé Bonjour à tout le monde qui me dit bonjour. Donc, intitulé Au-delà de la réouverture des écoles. Évidemment, je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, surtout dans ces temps incertains, dans ces temps un petit peu extraordinaires et j'espère pouvoir donner des réponses. Aux leaders d'écoles qui sont avec nous aujourd'hui, surtout par rapport non seulement, on est tous en train de gérer là, les fermetures d'écoles, mais tout le monde commence à penser aussi à la réouverture des écoles, de quoi ça va avoir l'air, comment qu'on va pouvoir un petit peu mitiger, minimiser l'impact à long terme que la pandémie a eu sur nos éducateurs et sur nos élèves. Donc, aujourd'hui, en effet, mon objectif, c'est vraiment de vous faire réaliser l'opportunité que vous avez en ce moment pour prendre sérieusement l'urgence de soutenir, de donner des outils à nos enseignants pour que justement ils puissent devenir les partenaires sur lesquels vous pouvez compter dans votre démarche éducative, surtout lorsque vous allez réouvrir les écoles, et pour que eux, en retour, ils soient prêts, ils soient outillés, ils soient soutenus assez pour que eux ils puissent soutenir en retour les élèves dans leur démarche académique et aussi dans leur donc, développement pour que ça soit un développement optimal. Pour ceux qui ne connaissent pas Kidproof, une introduction rapide donc. Donc, Kidproof est une organisation canadienne qui se spécialise dans l'éducation en matière de sécurité. Donc, à travers le monde, des millions d'enfants, de parents et d'éducateurs ont bénéficié de notre contenu, de nos programmes, de nos ateliers, de nos cours et de nos curriculums. C'est pour ça qu'on est la source de confiance à travers le monde pour des écoles, pour les parents, pour les gouvernements, pour les NGO, donc pour les autorités, puisqu'on est le leader finalement en matière d'éducation à la sécurité, la santé, l'apprentissage socio-émotionnel à travers le monde. Donc, voyons voir. Alors, notre nombre de participants n'est pas complet. Je pense que ça va continuer à augmenter, mais on débute. Alors, à travers l'année dernière, depuis le début de la pandémie, depuis vraiment le mois de mars, finalement, ça fait exactement un an, je crois que les enseignants ont été des héros. Et n'importe quelle personne qui doutait de l'importance de l'enseignant, de son rôle, de son salaire et de quoi son salaire devrait avoir l'air, je pense qu'ils ont ça a pu un petit peu leur remettre en doute tous ces préjudices qu'on avait envers l'enseignant. À travers le monde, surtout au mois de mars, avril, mai de l'an dernier, on recevait sur les réseaux sociaux toutes les petites images, tous les petits messages qui disaient donnez-lui 1 million de dollars, reprenez mes enfants, les parents qui étaient plus capables de gérer pendant toute une journée, 7 jours sur 7, leurs enfants à la maison. Et donc, ça leur a donné une petite idée de ce que les enseignants doivent faire à la longueur de journée.
Mais la réalité est que nos enseignants ne vont pas bien. Et c'est important et c'est correct de réaliser que nos enseignants ne vont pas bien. Euh, Avant que le COVID ne se passe, avant toute cette pandémie, on avait déjà des enseignants qui étaient à risque de burn-out. On avait déjà des enseignants qui, à cause de ce stress burn-out, qui quittaient la profession. En effet, Education Support, qui est une NGO au UK, en 2019, venait nous dire que 3/4 des enseignants et 84% des chefs d'établissement, donc vous qui m'écoutez aujourd'hui, sont stressés. Il venait nous dire que si on ne faisait pas des actions concrètes et rapides pour offrir aux enseignants le support nécessaire, les standards scolaires allaient baisser et aussi les troubles psychologiques dans les classes allaient augmenter. Ça, c'est en 2019. Une autre étude, la même étude nous disait en 2019 que les enseignants sont d'habitude 2 fois plus anxieux que le reste de la population. En 2017, American Federation of Teachers, donc l'étude aux États-Unis, qui disait que 58% des enseignants sont déprimés. Les raisons qui étaient souvent données par les enseignants dans ces études-là, c'est surtout que donc le travail supplémentaire, les travaux additionnels qui étaient normalisés, les enseignants aussi ne se sentaient pas, on leur donnait pas confiance dans ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est vraiment ça qui les rendait anxieux, c'est vraiment ça qui causait le burn-out et qui causait nos meilleurs enseignants de quitter la profession. Mais ça, c'est des statistiques, vous allez me dire en Europe, vous allez me dire aux États-Unis, mais la vérité, vous êtes, on a des éducateurs à travers le monde aujourd'hui et dans n'importe quel pays du monde, n'importe quelle étude allait dire des statistiques très semblables. Moi, j'ai ici peut-être des chiffres et des études, mais vous avez la preuve de vivre ça tous les jours avec vos enseignants. Nos enseignants n'étaient pas corrects et nos enseignants, aujourd'hui, de plus, ils sont encore moins corrects. Parce que oui, les enseignants sont résilients. Oui, les enseignants, de par leur nature, c'est des personnalités fortes. Mais il faut reconnaître, et je vous demande aujourd'hui, c'est vraiment une des choses essentielles que je vous demande aujourd'hui, c'est de reconnaître, d'accepter que nos enseignants, votre équipe, montre à tous les jours des symptômes de trauma, de post-traumatic stress, de dépression. Ils ont maintenant qualifié la pandémie comme étant un traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que habituellement, un traumatisme est un événement qui est violent, qui vient de faire sentir que ta sécurité est à risque. Eh bien, les chercheurs aujourd'hui, et là je dis vraiment aujourd'hui parce qu'en 2021, cette étude-là est apparue et qui a venu classifier, donc tous les experts maintenant à travers le monde, classifient la pandémie en tant que telle, en tant qu'un événement traumatique qui peut causer donc la dépression, l'anxiété et le post-traumatic stress disorder. Mais on n'a pas juste la pandémie elle-même en tant qu'enseignant. Voyons voir dans l'année qui vient de passer, tout ce que l'enseignant a dû un petit peu vivre. Tout d'abord, on a eu le coronavirus, on a eu suite à ça, donc le confinement. Vite, on dit aux enseignants, rapidement, d'une journée à l'autre, vous allez devoir transférer toutes vos années d'expérience, tous vos matériels pré-préparés sur lesquels vous vous fiez, sur lesquels à chaque année vous utilisez, auxquels vous apportez des améliorations, bien sûr, mais vous avez tout un bagage de matériel que vous utilisez habituellement, eh bien, on vient dire aux enseignants, on jette tout ça à la poubelle ou du moins on met ça de côté. D'une journée à l'autre, venez repréparer des plans de leçons, des activités en ligne, des vidéos, des présentations PowerPoint. C'est quoi ça, PowerPoint? Moi, je ne suis pas une enseignante, un petit peu, je ne suis pas techie, là. C'est quoi faire des présentations PowerPoint? C'est quoi Zoom? C'est quoi Teams? C'est quoi faire une vidéo?
le stress que ça a donné à tellement d'enseignants de rentrer dans ce monde de la technologie. Là, on ne prend pas en considération additionnellement tous les parents qui ont commencé à perdre leur emploi, à venir aux écoles en disant on n'a pas d'argent pour payer les frais scolaires. Ce fardeau qui est ajouté sur les enseignants, les parents qui disent j'ai à peine pour acheter à manger à mes enfants, j'ai pas d'argent pour payer les frais scolaires. L'enseignante elle-même, des membres de sa famille, son époux ou son épouse, à l'enseignant qui a perdu son emploi, donc lui-même vit ses difficultés économiques. On a des crises économiques d'à travers le monde. On a des pays où est-ce qu'on retrouve donc l'instabilité politique, la violence dans les rues, les démonstrations. On a au Liban qui est mon pays d'origine et qui est un petit peu qui est un des pays chers au cœur de Kid Proof, qui a eu l'explosion horrifique au mois d'août, qui est venue bouleverser, n'est même pas le bon mot à utiliser, là, qui est venu chambarder, je ne sais pas quel mot utiliser, la vie au Liban, qui a détruit l'esprit, pas seulement des vies, pas seulement l'infrastructure, mais que l'esprit des Libanais, et dont les effets on vit encore. Donc, tout ça et tous ces stress-là, on s'entend que c'est des stress qui continuent. L'enseignante, elle a vécu ça, à la rentrée en septembre, oups, tout le monde, tous les employés, la plupart, on va dire, à l'exception évidemment, les travailleurs dans le milieu de la santé, quelques travailleurs essentiels, mais la plupart des employés travaillent de la maison. L'enseignant, là, non, peut-être que tu vas faire enseignement hybride, un petit peu à la maison, un petit peu en classe. Ben là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille 2 fois plus fort. Ça veut dire que je prépare des leçons pour les classes présentielles, je prépare des leçons pour en ligne. Ça veut dire que c'est quoi, là? Ma profession est sous-estimée? Tout le monde, on doit les protéger, mais moi, non, allez-y, va à l'école. Va à l'école, expose-toi à la pandémie, expose-toi au COVID, sachant que les enfants, bon, il n'y a pas, si on compare ça avec les travailleurs dans le milieu de la santé qui ont des équipements de protection beaucoup plus avancés, leurs patients sont testés, bien, les enfants qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas testés. Donc, il y avait toute l'incertitude, les peurs que les enseignants ont vécues. Moi, on me demande de retourner à l'école. C'est quoi? Ma vie n'est pas estimée, ma profession est sous-estimée. Donc, ce stress-là, cette anxiété-là qu'ils ont vécue aussi, l'anxiété qu'ils ont ensuite avec les écoles qui ont fermé, l'anxiété à vivre avec le fait que je choisis qui? Mes enfants ou mes élèves? Mes enfants sont à la maison, moi je dois enseigner, j'ai le stress que je dois les suivre. Mon épouse ou mon mari qui, lui, n'a pas le temps ou qui travaille lui aussi ou qui n'a pas la patience. Alors moi, je fais quoi là pour choisir entre deux, entre ma profession et ma famille? Et encore, tout ce stress continue. Habituellement, quand on va chez un psychologue et on lui dit, bon, j'ai vécu un événement traumatique, mais là, cet événement traumatique-là, c'est passé. Et là, je viens vous voir, cher expert, pour que, bon, vous m'aidez à gérer, à un petit peu dépasser les troubles émotionnels qu'a créé ce traumatisme chez moi, a créé des troubles. Alors, venez m'aider à les dépasser pour que je puisse continuer ma vie et être à mon plein potentiel. Eh bien, non. Nous, en ce moment, tous ces traumas-là continuent. Dans certains pays, ils augmentent. Encore une fois, je pense à un pays comme le Liban, où est-ce que l'incertitude, où est-ce que les peurs, ce n'est pas l'incertitude de ce qui va se passer dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est l'incertitude de qu'est-ce qui va arriver dans 1 heure. Dans 1 heure, on est incertain de qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça va être important en tant qu'éducateur, en tant que leader, chef d'établissement, de reconnaître la pandémie, l'expérience qu'a vécu vos enseignants est un traumatisme. Et donc, c'est un traumatisme qui fait en sorte qu'ils ne vont pas bien. Et pourquoi ceci a de l'importance? Pourquoi c'est important que vous reconnaissiez
qu'ils ne vont pas bien et que vos enseignants reconnaissent qu'ils ne vont pas bien, c'est que déjà, avant la pandémie, on vient de dire, on avait de la misère à retenir dans la profession d'enseignement des enseignants qui étaient de haute qualité. On avait déjà des enseignants qui étaient burned out, qui étaient, déjà overstressed. Et là, avec ces sentiments-là, avec la pandémie, on va voir que ça va impacter aussi, évidemment, la productivité et la motivation des enseignants. Ça a de l'importance parce que quand quelqu'un vit un trauma, immédiatement, ça va avoir un impact négatif sur sa satisfaction au travail, sa productivité. Ça va avoir aussi un impact sur les parents. Donc, le bien-être des enseignants a un impact sur sa productivité et son travail. Ceci, les parents peuvent immédiatement voir ces changements-là. Alors, ça peut avoir un impact sur les parents, sur leur satisfaction et évidemment sur la réussite scolaire des élèves. Lorsqu'on s'occupe du bien-être des enseignants, automatiquement, on améliore les résultats des élèves. Ceci a été prouvé constamment par les études. Donc, maintenant que les enseignants ne vont pas bien, que leur bien-être n'est pas assuré, comment est-ce qu'on peut penser aux résultats scolaires, aux pertes d'apprentissage qu'ils ont vécues à travers la pandémie, à la satisfaction des parents dans le niveau d'éducation qu'on offre? Comment qu'on veut même penser aux stratégies qu'on va mettre en place si déjà on a des enseignants, on a notre atout principal qui, lui, n'est pas prêt pour enseigner. Parce que c'est important de reconnaître les symptômes que vivent les enseignants en ce moment. Dans les derniers 2 mois, j'ai fait une douzaine de formations, de conférences avec des enseignants. Et que ce soit dans n'importe quel pays, les enseignants éprouvent au moins 5-6 symptômes de trauma. Et donc, ça veut dire, s'ils vont chez un expert, ça voudra peut-être dire qu'ils vivent la dépression, anxiété, post-traumatic stress ou un autre trouble psychologique. Et vous le savez, hein? Vous le savez en tant que chef d'établissement, vous avez reconnu souvent. Si je vous dis, par exemple, un des symptômes du trauma, c'est des symptômes cognitifs, c'est-à-dire des problèmes à penser, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. On peut penser à des enseignants qui ont de la misère à aussi respecter leurs deadlines, les dates limites que vous leur imposez pour soumettre un rapport. Donc, on a des symptômes au travail, on n'a pas la même motivation, ils ne donnent pas la même qualité de travail, ils sont toujours en retard. L'enseignante qui, avant te donnait son rapport 2 jours à l'avance, maintenant, à peine, elle peut le faire à temps ou souvent c'est 1 jour plus tard, quelques heures plus tard. On voit qu'ils sont très irritables. On voit que, un enseignant aujourd'hui, tu leur dis un petit mot, les élèves, les enseignants qui étaient patients, qui avaient plein d'énergie, qui savaient aller chercher leurs élèves, on les voit maintenant qui sont des fois irritables, ils sont agressifs, je suis là pour enseigner, puis j'ai pas le temps pour autre chose, j'ai pas le temps pour l'écoute, ou bien des enseignants qui, donc, habituellement étaient calmes, maintenant c'est agressif, des enseignants qui étaient pleins d'énergie, maintenant ils ont à peine de l'énergie, on les sent tristes, on les sent sans espoir. Tout ça, c'est des symptômes, ça peut être des symptômes émotionnels, quelqu'un qui se sent complètement détaché. On se voit nous-mêmes en tant que chef d'établissement. On se sent détaché, on se sent parfois on se sent comme un zombie qui se promène, qui fait les devoirs comme on doit le faire. Je fais mon travail, mais j'ai plus ce même dévouement, cet engagement, cette énergie-là. Je suis vraiment à bout. Souvent, les enseignants aussi se sentent, ça c'est un des symptômes émotionnels du trauma, c'est se sentir constamment coupable, avoir ce sentiment de honte.
se blâmer constamment. Et de où ça peut venir pour l'enseignant? Bien, tout d'abord, quand je dois choisir entre mes élèves et mes enfants. Et là, sentir que je ne suis pas une bonne mère, que je ne suis pas un bon père, que je ne suis même pas une bonne enseignante, finalement. Je ne suis pas une bonne épouse. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages dans les derniers 2, 3 mois par rapport à ça. Les enseignants qui ils se disaient que, tu sais, j'étais une bonne maman, j'étais patiente, j'écoutais mes enfants. Tu sais, même quand mes enfants, là, ils n'écoutaient pas, mais je savais comment les, quote unquote, là, les manipuler, comment les diriger pour qu'ils fassent ce que je voulais. La même chose avec mes élèves. Maintenant, je me reconnais plus. On dirait que ma personnalité a changé. Je suis agressive. Je passe ma journée. La façon que j'élève mes enfants, c'est à travers les cris, les punitions. Punition par-ci, punition par-là. Tout ce que je fais, c'est crier. Je suis irritable. Mon trigger, je suis facilement triggered. Je crie souvent. Mes élèves, c'est la même chose. I'm rude. Je suis méchante. Je me sens méchante avec eux. Et je suis à bout. Et souvent, j'ai des enseignants qui viennent me dire, et ça, on va en parler tantôt, que ça sert à quoi là, que je suis encore ici? Peut-être mes enfants, là, ils seraient mieux avec une autre maman. Peut-être que mes élèves seraient mieux avec un autre enseignant. Donc, on a des enseignants qui arrivent à bout à un point qu'ils se disent, ben, peut-être que moi, si j'attrape le COVID et j'en meurs, peut-être que ça va être mieux pour tout le monde. Et ça, c'est du sérieux. Et ça, c'est ça les enseignants qu'on retrouve aujourd'hui. Et avec tout ce burn-out, avec tout ce stress, avec tous ces symptômes, je vous rappelle que donc, l'économie ne va pas se fixer. On a peut-être les vaccins qui arrivent, mais l'économie, dans plusieurs pays, les études démontrent qu'elle ne sera pas fixée rapidement. L'instabilité politique, la violence dans certains pays à travers le monde ne va pas se fixer rapidement. Et donc, ce qu'on a, c'est pas un enseignant qui va pas bien, mais on a des enseignants. Et si on vient pas en tant que chef d'établissement, si vous n'aidez pas les enseignants à assurer leur bien-être, votre stratégie académique pour l'année prochaine ne réussira pas. Habituellement, quand vous avez un enseignant, regardez dans les années passées, vous aviez un enseignant à l'école, un chef je sais pas, responsable de cycle, une directrice qui a vécu un trauma. Elle a perdu, je sais pas, son époux, quelqu'un qui est cher à elle, qui est décédé. Alors, vous la verrez revenir à l'école. Et là, qu'elle est complètement détachée ou qu'elle est agressive, qu'elle a moins de patience, qu'elle est moins motivée, là, vous dites, bon, elle a vécu quelque chose, on lui donne quelques mois pour s'en sortir. Mais là, ce qu'on a, ce n'est pas un enseignant, c'est des enseignants, sachant que juste avec une directrice ou une enseignante qui ne se sentait pas bien, tout l'étage le sentait. Les élèves le sentaient, les collègues se sentaient. Elle n'arrête pas de nous crier après, elle n'arrête pas, elle a donc bien changé. Mais là, on a des enseignants qui ne vont pas bien et automatiquement, ça va avoir un effet négatif sur toute l'école, sur les élèves, si on n'agit pas immédiatement. Et comme j'ai dit tantôt, vous l'avez senti. C'est pour ça que beaucoup de chefs d'établissement, dans les derniers mois, dans la dernière année, vous avez vite envoyé, dès le début de la pandémie, vous avez envoyé les messages. Ensemble, on peut tout faire. Vous avez envoyé des messages. Avec vos efforts, on est en train de construire pour un meilleur demain. Donc oui, vous avez tout de suite sauté sur l'occasion d'offrir des messages d'unité, de soutien, mais ces messages d'unité et de soutien vont laisser sentir la personne qui est anxieuse, qui est déprimée. Donc, cette enseignante-là, ça va venir exaspérer ses symptômes parce qu'elle va se sentir dépassée et isolée dans ce qu'elle se sent. Quand on vient et on nie la désespération de nos enseignants par juste un slogan de « il y aura de la lumière au bout de ce tunnel », eh bien, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de nos enseignants aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enseignants, ils se sentent tristes, ils se sentent fâchés, dépassés, ils sont anxieux, ils sont vidés, ils sont incertains, ils ont peur. Alors, un directeur qui vient leur dire
bon, vous faites un merveilleux travail, OK, peut-être c'est encourageant. Moi, si je viens leur dire, vous êtes des héros, bon, c'est peut-être inspirant. Leur dire, restez positif, il faut apprécier ce qu'on a, regardez ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Bon, ça, des fois, ça peut donner de l'espoir, mais ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont besoin d'entendre maintenant. Si on ne gère pas les symptômes de trauma des enseignants, si on n'adresse pas, si on ne les reconnaît pas, alors ça va mener au burn-out et ça va impacter la qualité de votre éducation. C'est ça la positivité toxique. C'est quand on délégitime les sentiments réels et présents d'anxiété, de tristesse, de difficulté de quelqu'un en lui donnant simplement un slogan « ça va bien aller ». Eh bien non, en ce moment, je ne vais pas bien. Et là, si on ne traite pas mes sentiments en ce moment, et là, ça va accumuler et vous allez avoir des enseignants qui sont incapables d'appliquer votre stratégie éducative à la rentrée, à la réouverture des écoles. Alors, qu'est-ce que les chefs d'établissement? Quelles sont les stratégies que je vous propose pour justement donner ce soutien-là? Aujourd'hui, demain, dans le futur, après la pandémie, les stratégies que vous pouvez mettre en place, quoi qu'elles soient vos capacités financières. Donc, ce n'est pas des stratégies qui coûtent de l'argent, mais c'est des stratégies qui vont venir ravoir, là, un peu racheter le dévouement, l'engagement, la productivité et va donner un bien-être aux enseignants qui va lui redonner l'envie d'enseigner. Combien d'enseignants auxquels vous parlez aujourd'hui qui disent « j'ai plus envie d'être enseignante, j'ai plus envie d'enseigner ». Mais c'est ça, la perte d'intérêt dans nos activités habituelles, c'est un symptôme de trauma. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'école? Reconnaître. Reconnaître, simplement. Je vous demande de reconnaître à vous-même et de vraiment accepter que nos enseignants ne vont pas bien. Et ensuite, je vais vous demander que vous insistez que vos enseignants aussi reconnaissent ça. Commençons par nous-mêmes. Donc, tout d'abord, reconnaître qu'ils font 2 fois plus d'efforts, qu'ils vivent un traumatisme, ils continuent à vivre ce traumatisme et qu'ils avaient parfois, j'ai oublié de mentionner, peut-être des enseignants qui avaient aussi un traumatisme dans leur historique personnel qui n'a pas été traité aussi. Quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, perdu un enfant, perdu un être cher, qui s'est fait abuser sexuellement, qui s'est fait maltraiter lorsqu'il était un enfant. Imaginez le fardeau que ces personnes-là déjà avaient de la difficulté, le trauma et le stress d'être enseignant, et ensuite, on vient la pandémie. Bien, ces personnes-là, j'en doute pas qu'ils sont aujourd'hui, qui me parlent peut-être de suicide ou qui me parlent que je ne peux rien savoir. Alors, autre que je vous demande de reconnaître qu'ils font des efforts, qu'ils vivent un trauma, mais aussi, je veux que vous acceptiez et que vous reconnaissiez à vos enseignants que montrer des symptômes de traumatisme n'est pas signe de faiblesse, de manque de professionnalisme et de dévouement. On a encore des chefs d'établissement qui manquent cette compassion-là pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc, ils vont automatiquement juger un retard. Ils vont juger le fait qu'elle sourit moins, peut-être, comme, bon, c'est un manque de dévouement, c'est un manque de professionnalisme. Mais écoutez, elle n'est pas capable en ce moment. Elle n'est juste pas capable. C'est un symptôme. Moi, là, si je sais pas, j'avais le nez qui coule, vous me direz, c'est pas que je suis malpropre. J'ai le nez qui coule parce que j'ai la grippe. Vous sauriez ça? Alors, j'ai pris la peine de vous dire certains des symptômes. C'est parce que justement, je veux que vous reconnaissiez ces symptômes-là dans votre équipe. Reconnaissez-les chez vous, reconnaissez-les chez votre mari, chez votre mère, chez votre sœur, chez votre épouse. Et peut-être ceci va vous donner un petit peu le sens de la compassion, un peu plus de compréhension avec ces personnes-là. Elle est agressive avec moi, c'est pas parce que elle m'aime plus ma mère ou elle
Elle est agressive parce que c'est un symptôme de trauma. Elle est irritable parce que c'est un symptôme de trauma. Je perds ma mémoire. Je suis plus capable de me concentrer. Je suis plus capable de faire une pensée. Vous savez, souvent, vous savez quand on fait là, une rédaction, on fait développement, introduction, développement, conclusion. Eh bien, un symptôme du trauma, c'est que tu n'es même plus capable d'avoir ce fil des idées qui se perd. Deuxième chose que je vous demande aujourd'hui, c'est aussi de protéger cet atout précieux que vous avez, qui est l'enseignant, en créant une culture de sensibilisation. Donc, je vous ai demandé de reconnaître pour vous-même en tant que chef, en tant que leader, mais là, il est aussi important que vous les aidez à eux à reconnaître aussi qu'ils souffrent de symptômes de traumatisme psychologique. C'est important qu'eux-mêmes, ils le reconnaissent. Parce qu'à ce moment-là, juste la reconnaissance que moi, j'ai un trouble émotionnel, c'est le premier pas vers un petit peu là, ma capacité de m'en sortir, de me faire traiter un petit peu, de m'occuper de moi-même. Si moi, je suis une maman, que tout ce que je pense, c'est que je suis une mauvaise maman et j'arrête pas cette pensée critique, je suis une mauvaise enseignante, je suis une mauvaise maman, je suis une Alors, si toute ma pensée critique, là, elle continue comme ça et j'arrive pas à reconnaître, wow, 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 non, c'est que je vis des symptômes et là, je dois trouver des moyens pour les gérer. Quels moyens pour les gérer? Eh bien, distribuer le guide que je vais vous envoyer. Alors, vous avez tous, on vous a promis d'envoyer un guide suite à cette formation-là. Certaines écoles, peut-être, ils l'ont déjà reçu, mais on va y faire un ajustement pour vraiment répondre à notre conférence, nos conférences cette semaine. Donc, le guide que je vais vous envoyer, surprise, n'est pas à vous, mais il est à vos enseignants. Alors, de toute façon, je sais que ça va venir aider les chefs d'établissement. Habituellement, quand on fait des conférences, on vous donne un guide et là, il faut faire tout le travail. Vous réécrivez ce guide-là ou le papier ou le document à l'intention des enseignants. Alors, vous refaites, you reword everything. Alors là, j'ai fait le travail pour vous. C'est déjà à l'intention des enseignants. Il y a tout ce que je dis aujourd'hui, là, commencez pas à prendre des notes tout d'un coup, là, tout ce que je dis aujourd'hui, incluant les stratégies que l'école peut faire. Donc, c'est aussi dans ce guide-là, mais il est fait de façon à ce qu'on parle à l'enseignant, il sente déjà. C'est un grand guide, là, c'est une 50aine de pages, mais ça se lit très facilement. C'est un langage très facile et pas québécois. Alors, ça va être facile à tout le monde à lire. Mais quand je dis aussi, donc, moi, je veux qu'à travers ce guide-là, l'enseignant se reconnaisse, je vis ces symptômes-là. OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle? Alors, on lui donne toutes sortes de stratégies, de conseils. Tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Stratégies qui ne coûtent pas de l'argent. Et donc, pour qu'elle vienne un petit peu je ne veux pas dire se soigner elle-même parce que si elle a des troubles émotionnels graves, évidemment, ils ont besoin de professionnels, mais beaucoup de conseils qui vont venir aider et vraiment faire ce saut vers le bien-être émotionnel. Et quand je dis, à part le guide, quand je dis normaliser le fait qu'ils souffrent de symptômes de trauma, parce que vous, en tant que chef d'établissement, dans le même esprit que vous avez dit, ensemble, on va passer par-dessus ça, ça va bien aller, vous êtes capables, on fait ses efforts pour un meilleur demain. Donc, dans le même esprit, là, vous avez lancé ces slogans-là. Aujourd'hui, vous finissez tous vos courriels, hein, tous vos emails. Prenez soin de vous. Soyez, stay safe and keep healthy. Soyez, tu sais, on donne tout le temps là, ces signatures-là. Mais au lieu de cette signature-là, parce que moi, là, je suis pas bien. Alors, prenez soin de vous. Je ne suis pas capable de prendre soin de nous, donc de moi. Donc, je ne sais pas pourquoi tu m'écris ça, là. Merci. Mais ça me fait sentir encore plus isolée. Ça me fait me sentir encore plus seule. Donc, merci de m'écrire, de prendre soin de moi, mais je ne suis pas capable. Comment que je pourrais finir mon courriel, par exemple, quand je dis normaliser? Par exemple, je peux finir tous mes emails par une signature qui dit quelque chose comme beaucoup de nos enseignants
sont en train de ressentir ou montrent des symptômes de trauma, des symptômes suite à un traumatisme, au traumatisme de la pandémie, par exemple. Alors, nos services d'aide de l'école sont disponibles pour vous si vous vous sentez dépassé par des sentiments d'anxiété, de stress et de dépression. Si je finis mon message comme ça, peut-être qu'il y a des enseignants ne vont pas utiliser vos services d'aide de l'école, mais le fait, au moins, de dire, eh bien, là, ça me fait sentir écouté par l'école. Là, ça me fait sentir valorisé par l'école. Au lieu de me dire, prends soin de toi. Vous pouvez les aider en les faisant se sentir écoutés, même si vous n'avez pas des solutions immédiates. La plupart des écoles en ce moment, à travers le monde, voilà, mais il y a beaucoup d'écoles, et dépendamment des pays, ben, c'est la majorité, qui ne sont pas capables de payer les enseignants leur plein salaire. On s'entend que les enseignants travaillent double, mais il y a des écoles qui ne sont même pas capables de leur payer leur plein salaire. À cause de la crise économique de certains pays, leur salaire en lui-même ne vaut plus ce qu'il valait il y a 2 ans, il y a 1 an. Donc, l'école, elle se sent, mais je ne suis pas capable là, de les aider en donnant un salaire comme il faut, mais des fois, juste se sentir écouté, se sentir comment, bon, il me donne d'autres services. Il m'offre les services services d'aide de l'école. Il les rend disponibles pour moi. Et donc, là, on arrive à la troisième, c'est de normaliser aussi les services d'aide et le counseling. Beaucoup d'écoles maintenant à travers le monde, ça devient, c'est maintenant normal, usuel d'avoir un psychologue, travailleuse sociale, counselor à l'intérieur de l'école. Donc, normaliser le fait que les enseignants peuvent la contacter, fixer 2 heures, je ne sais pas, 2 fois par semaine. Les mardis et les jeudis, vous pouvez la contacter entre telle heure et telle heure. Vous pouvez aussi lui envoyer un courriel pour fixer un rendez-vous téléphonique. Et donc, ceci se fera en toute confidentialité. Et donc, offrir ce service d'aide à nos enseignants. On a déjà la psychologue qu'on paye à l'école, on a déjà les experts, mais qu'elle fasse donc un soutien pour les enseignants. Aussi, encourager ces experts-là dans votre école de créer des groupes de soutien. Des fois, on dit des groupes de parole, des fois, on dit des groupes d'aide. Donc, un groupe de soutien, ce peer support group, des groupes de soutien par les pairs. Donc, ça a des appellations, on va dire des groupes de soutien psychologique. C'est-à-dire que suite à ces appels-là, par exemple, moi, je sais que dans mon école, il y a 5 enseignants qui ont perdu un parent à cause de la pandémie, à cause du COVID, à cause de la maladie, ou qu'ils ont des situations financières très précaires. Peut-être je sais que mes enseignantes vivent la violence domestique, violence conjugale, qui ont passé par un divorce durant la dernière année. Donc, je sais un petit peu là, le profil de mes enseignants. Je sais qui passent par des situations similaires. Simplement, tous mes enseignants qui passent par l'enseignement à distance, l'enseignement hybride et tout ce stress-là. Donc, je demande à la psychologue à ce moment-là de créer des groupes de 4 à 10 personnes, pas plus que ça, et je mène ces groupes de soutien psychologique en tant que psychologue à travers des rencontres Zoom ou en face-à-face, mais Zoom pour le moment, mais commencez ça le plus tôt possible. Et là, ça va venir, les études démontrent que parfois, selon évidemment le trouble psychologique, mais parfois les rencontres de groupe et de soutien sont plus efficaces que les rencontres avec un expert en face-à-face, un one-on-one. Parce que ça vient donner un sens d'espoir, d'optimisme. Ça vient donner des idées sur comment d'autres personnes ont géré des situations similaires. C'est que ça a été leurs expériences. Des fois, je sens, bon, au moins, moi, mon fardeau est moins lourd qu'elle. Des fois, je dis, moi, mon fardeau est plus lourd qu'elle. Mais le fait qu'on vit et que j'ai l'impression que je ne suis pas isolée, ça vient prendre tout l'élément du sentiment d'isolation qu'une personne vit lorsqu'elle a des troubles émotionnels. Donc, vraiment, pousser ça, favoriser ce genre de stratégie-là. Quatrièmement,
favoriser l'établissement de relations positives. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Ça, c'est une des choses que pour moi est la plus importante. À part d'encourager le travail d'équipe, les pratiques collaboratives, c'est-à-dire, bon, qu'on soit moins strict, non, chacun prépare son plan, son PowerPoint ou les vidéos. Si quelqu'un a créé quelque chose qui peut être utilisé quelque part d'autre, même juste sa présentation, elle est très belle, peut-être quelqu'un peut l'utiliser et juste insérer ses informations. Toutes sortes de travail d'équipe. Si vous avez des projets, donnez-les pas à une personne, essayez d'avoir plusieurs personnes sur ce projet-là. Mais ceci étant dit, quand je dis favoriser l'établissement de relations positives, c'est vraiment, reconnaissez, rappelez-vous, l'enseignante, une grande partie de son identité se trouvait où? Se trouvait dans le lounge, dans la classe des enseignants, comment on dit ça, écrivez-moi là dans le chat, là, quelqu'un. Dans la salle des enseignants. Bon, vous voyez, moi aussi, le stress me fait perdre mes idées. Alors, dans la salle des enseignants, dans la salle des profs, merci Nathalie, merci Juliana. Donc, la salle des profs, la salle des enseignants, c'est l'identité de l'enseignant. C'est là que les enseignants, à travers leur journée stressante, les problèmes à la maison, le mari qu'on se chicane, à travers tout ça, ben moi, j'allais dans la salle des profs et on riait et on faisait des jokes. Et j'avais l'enseignante qui faisait des petits tours à tout le monde et l'enseignante qui avait tout le temps quelque chose de drôle à dire, que je pouvais dépenser, là, sortir un petit peu mes problèmes de la journée, mon stress. Tout ça, ça faisait partie de l'identité de l'enseignante. Et là, ce qu'on a fait avec la distanciation sociale, c'est que non seulement, hein, le mot qu'on a donné, c'était pas le bon mot, mais là, c'est trop tard. Il aurait dû appeler ça la distanciation physique, mais pas la distanciation sociale. On a besoin de faire justement de contact avec les autres pour notre bonheur. Et là, je vous dis de voir ça. Écoutez ça. La plupart d'entre vous, peut-être pas la plupart, mais quelques-uns d'entre vous, sûrement, vous avez entendu parler de l'étude qu'a fait Harvard, l'Université Harvard, pendant combien de temps? 75 ans. Donc, c'est la plus longue étude. Elle a coûté plus de 20 millions de dollars. Elle coûte encore de l'argent. C'est pas terminé. Donc, c'est une étude qui a été commencée en 1938. Ils voulaient savoir c'est quoi la clé du bonheur. Cette étude-là, elle a commencé avec des centaines de personnes, riches, pauvres, éduquées, pas éduquées, différents milieux socio-économiques, démographiques, etc. Et donc, on a commencé avec ces centaines de personnes-là. À travers les années, ils ont ajouté les familles, les époux, épouses, enfants, les relations, collègues de ces personnes-là. Donc, c'est une étude qui comprend des milliers de personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont vu 75 ans plus tard? C'était quoi la clé du bonheur? Qu'est-ce qui a fait qu'une personne, au début de l'étude et à travers l'étude, jusqu'au moment de son décès, elle est demeurée heureuse, elle a été heureuse à travers, parce qu'il les rencontrait, ces personnes-là, à chaque année. Il faisait des études avec eux avec chaque année. Alors, c'était quoi la clé du bonheur? C'est la qualité des relations qu'on a autour de nous, l'amour qu'on reçoit, le soutien qu'on reçoit par les personnes dans nos relations personnelles, la famille, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos amis. C'est ça la clé du bonheur. Et qu'est-ce qu'on est venu enlever à tout le monde dans cette pandémie? Les relations, ce contact social, à nos enfants, à nos élèves, à nous-mêmes, à nos enseignants, à tout le monde. On a venu enlever ce contact social. Alors, trouver des moyens de les retrouver. Oh, by the way, je veux juste dire quelque chose. Ça n'a pas juste eu un impact sur le bonheur, mais sur la santé. Donc, les bonnes relations, là, je vous dis ça parce que j'ai envie, et la mémoire. Ah oui, la santé et la mémoire. Donc, avoir des bonnes relations dans sa vie qui nous offrent du soutien et de l'amour, que ce soit de la famille ou par des amis ou par nos collègues. Ceci, non seulement garantit le bonheur, mais aussi fait un impact sur la santé de la personne. Donc, permet à la personne de guérir plus rapidement d'une maladie sérieuse ou aussi repousse. Donc, elle est malade plus tard dans sa vie. Et aussi, on a vu que les relations saines et positives ont un impact sur la mémoire. Vous savez, quand on grandit, là, notre mémoire n'est plus la même. Eh bien,
les relations positives avaient un impact positif aussi sur la mémoire de la personne. Comment qu'on peut retrouver ça pour nos enseignants? Comment on peut leur offrir ça maintenant qu'on est encore en distanciation physique? Parce que oui, continuer les mesures de protection, mesures de santé, mesures de distanciation, évidemment. Alors, on fixe, et ça, beaucoup d'écoles avec qui j'ai parlé, ils ont déjà commencé ça et ça a eu un impact. Je vous dis, là, ça a changé tout l'esprit de la communauté scolaire. Si vous allez faire une chose, faites ceci. C'est fixer des courtes rencontres régulières. Peut-être le responsable de cycle peut fixer ça ou le chef de département. Une rencontre une fois tous les 2 semaines, une fois par mois si vous ne pouvez pas plus que ça. Mais c'est une rencontre de 30 minutes où on ne discute pas de travail. Là, vous ne discutez pas de travail du tout. L'enseignante va pouvoir dire à sa famille, j'ai une rencontre pour le travail Zoom. Alors là, elle peut un petit peu avoir un moment à elle-même loin de ses enfants et de ses obligations familiales. Mais dans cette rencontre-là, on est là pour rire, on est là pour bavarder, on est là pour retrouver cet esprit-là. S'il y a une enseignante qui, elle, veut montrer à tout le monde comment qu'elle, je ne sais pas moi, cuisine quelque chose avec un budget restreint. S'il y a une enseignante qu'elle va montrer comment qu'elle fait des exercices de relaxation. Des choses comme ça, oui, mais pas pour le travail. Ne demandez pas à l'enseignante qui va montrer les exercices de relaxation à faire tout un PowerPoint. Là. On ne peut pas y rajouter de stress. C'est vraiment l'opportunité pour les enseignants de se retrouver, de rire. Et je vous dis, ça va avoir tellement un bon impact. Les écoles, je reçois des fois des vidéos de Zoom, des écoles où est-ce qu'ils ont pu se rencontrer, mais avec toutes les mesures de sécurité nécessaires, et ils ont mis de la musique. Ça, c'est la semaine dernière. Au Liban, ils ont mis de la musique, ils ont dansé, ils ont bavardé, mais juste pour retrouver, ça a eu un impact immédiat sur le bien-être des enseignants. Faites ces rencontres-là de façon régulière. Donc, pas on fait ça une fois puis on pense que ça va venir régler tous les problèmes de nos enseignants. Et finalement, faites des initiatives pour cultiver, renforcer l'esprit de communauté. Quand on va à l'école, quand on est à l'école, quand on a tous les collègues, quand je suis dans cet esprit-là, j'enseigne à mes élèves, j'ai leur retour et de commentaires positifs, des commentaires des parents, je fais partie d'une communauté. Et on a perdu ça aussi, l'enseignante. Je suis juste enseignante tout seule dans ma petite cuisine en train d'enseigner des élèves qui ne m'écoutent pas. C'est ça. C'est pas motivant, c'est pas mal traumatisant. Alors, essayez de faire des initiatives pour recultiver cet esprit de communauté scolaire. Par exemple, on fait des webinaires maintenant comme KidProof sur le bien-être des enseignants. Donc, vraiment dirigés vers les enseignants. Ou par exemple, vous pouvez faire des initiatives que vous savez qu'il y a une enseignante qui a perdu son mari, qui a perdu peut-être un enfant ou sa maman, elle a beaucoup de stress, elle est dans une situation financière précaire. Eh bien, peut-être qu'on pourrait faire une initiative, les enseignants de ce département-là, comment on peut l'aider? Est-ce qu'on chacun lui envoie, je ne sais pas, un mets cuisiné par semaine ou par jour? On fait une rotation, on l'aide à préparer des choses. Donc, on fait en sorte qu'on la soutient. Et ça ne va pas venir juste aider la personne qu'on soutient, mais ça va venir aider aussi les autres à sentir, ah, si moi, je tombe, il y aura des gens pour me relever. Je fais partie d'une communauté. Et dans le même esprit, j'encourage fortement les écoles à initier, à participer à des initiatives de bénévolat. Là, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, dépendamment de vos pays, dépendamment de la crise économique que vous vivez. Vous êtes en train de me dire, hey, Darine, moi, j'ai besoin qu'on me fasse du bénévolat. Moi, j'ai besoin de gens qui m'aident. Moi, j'ai besoin qu'on me donne de l'argent. Je n'ai pas à aller aider les autres. Je n'ai pas l'esprit, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'énergie. Alors, écoutez ce que je vous dis. Le bénévolat, que ce soit le temps qu'on donne, pas nécessairement l'argent, mais vous le savez tous très bien. Quand on fait du bénévolat, parce que là, je retourne pour vous dire, je veux juste le récapituler ici, là, si vous avez oublié pourquoi on est là, pourquoi je parle de ça. Les enseignants ne vont pas bien. Ils ont vécu un trauma, continuent à le vivre. Ils ont des symptômes. Ces symptômes vont faire en sorte qu'ils n'auront pas de productivité, pas de motivation. Les résultats des élèves vont baisser. Avec ce statut-là des enseignants, je ne peux même pas penser à revenir, à réouvrir des écoles, mettre une stratégie parce qu'il va y avoir peut-être plus de salles d'enseignement, il y aura du rattrapage à faire, nous allons faire du tutoring
toutes sortes de choses, de responsabilités, de stress que je vais leur mettre en dessous et penser qu'ils vont réussir dans cette stratégie-là. Alors, si on ne s'occupe pas du bien-être de nos enseignants aujourd'hui, ils ne vont pas pouvoir mettre en œuvre la stratégie que vous allez mettre plus tard. Alors, comment on fait ça? Je continue. Alors, le bénévolat. On sait aujourd'hui, c'est bien prouvé là, que lorsqu'on aide quelqu'un, c'est pas la personne qu'on aide là, ça lui apporte le plus de joie, mais c'est moi, c'est la personne qui aide. C'est la personne qui aide qui a le plus de joie, de satisfaction, sentiment de satisfaction, sentiment de self-esteem, d'estime de soi. Ça encourage mon estime de soi. Donc, le bénévolat vient beaucoup travailler sur le bien-être émotionnel de la personne. En plus de ça, ça leur permet, quand je fais une initiative qui englobe toute l'école, eh bien, ça va venir leur permettre un petit peu de se regrouper avec des gens qui sont égaux à eux, qui pensent de la même manière, qui ont les mêmes expériences et qui ont ces mêmes valeurs-là. Donc, on vient renforcer les relations positives qu'ils ont autour de eux. Et aussi, une des choses que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on vit un trauma, la plupart du temps, ça va créer chez la personne un sentiment d'impuissance et tu n'as plus d'espoir dans l'avenir. Les enseignants qui viennent me dire aujourd'hui, là, et tantôt, j'ai vu dans le chat privé une personne aussi qui s'est reconnue. L'enseignante qui vient me dire, la maman qui vient me dire, moi, là, pourquoi je suis encore là? C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le but de la vie? J'aimerais ça que j'ai pensé à ce que j'attrape Corona puis que j'en finis avec tout ça. Les enseignants qui pensent comme ça, qui ne voient plus de sens à la vie, à leur vie. What's my purpose? Pourquoi je suis là? Eh bien, moi, je veux vous dire, c'est important à chacun de vous, à chacun qui m'écoute, à la personne qui m'a écrit ça tantôt. Oubliez pas vos forces, oubliez pas ce que vous avez accompli, oubliez pas le sens de ta vie. Oublie pas les années d'éducation, pas juste d'enseignement, mais d'éducation que vous avez mis dans la vie de tellement d'enfants, que vous avez impacté la vie de tellement d'enfants. L'enseignant, là, c'est une des rares professions dans ce monde qui nous rend immortels. Hein? On a par exemple, pour les gens dans le monde arabe, Kaltoum, qui est immortel avec sa voix. On a peut-être pour les gens dans l'Occident et l'Amérique, en Europe, je ne sais pas moi, Elvis, parce que moi je l'aime, qui a sa voix qui est immortelle, qu'on entend encore ses chansons. Mais que ce soit un philosophe reconnu, que ce soit les grands génies, mais l'enseignant aussi, elle est immortelle, sa voix, elle peut être immortelle. Parce que l'enseignement, la phrase que vous disiez, le dicton que vous enseignez, ben, cette phrase-là, elle va vivre avec votre élève et des milliers d'élèves. Et cet élève-là va la dire à ses enfants et les enfants de ses enfants. Et donc, c'est comme ça que vous obtenez votre immortalité. Et c'est un honneur. Et donc, en tant qu'enseignant, il faut que vous réalisez ça, il faut que vous vous rappelez ça, de l'impact que vous avez fait. Maintenant, je vais prendre un instant pour dire aussi que vous êtes immortel dans votre voix. Alors, vous pouvez avoir des milliers d'élèves qui vont dire, des 20 ans, 30 ans plus tard, qui diront, cette enseignante-là, cette Catherine, cette Rana, cette Racha, cette Julie, elle m'a vraiment changé, elle a impacté ma vie. Vraiment, quelqu'un qui va vous envoyer là, des ondes positives et des prières. Mais il peut y avoir aussi des milliers d'enfants qui disent, ben, cette enseignante-là m'a détruit avec un commentaire. Cette enseignante-là qui a enlevé mon confiance en moi-même, mon estime de soi. Alors, choisissez quel legacy, c'est quoi la pensée immortelle que vous voulez chez les gens sur vous. Mais donc, je reviens aux personnes qui m'ont écrit. Rappelez-vous de vos forces, rappelez-vous du sens de la vie, rappelez-vous de la famille que vous avez développée, de les enfants que vous avez éduqués. Rappelez-vous de votre intelligence et diligence. Chef d'établissement, leader, enseignant, vous êtes encore la personne vers qui on se tourne pour corriger un texte parce que vous pouvez voir les petites erreurs. Votre diligence est sans pareil.
Vous êtes l'enseignant chaud, sur qui tout le monde se tourne, plein d'énergie, sur qui les élèves viennent à vous pour raconter ses problèmes, les enseignants, vos collègues se retournent à vous, vous donnez cette énergie positive, cet esprit d'aide. Vous avez tous, chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, qui que vous êtes, maman, papa, éducateur, n'importe comment que vous identifiez, cette pandémie-là, ne laissez-la pas vous faire perdre vision de tout ce que vous avez accompli, de vos forces, et tout ce que vous avez encore à faire et vraiment le sens de votre vie. Alors, ce que fait le bénévolat, ça vient vous rappeler vos atouts, vos forces et ça vous redonne ce purpose, le sens de la vie. Quand je parlais quand on parlait justement de relations positives et l'importance d'assurer qu'on est entouré par des relations positives pour notre bonheur, pour notre santé, pour notre mémoire, eh bien, ça veut aussi dire de garder les gens qui sont négatifs, qui viennent nous détruire loin de nous. Alors, je vous demande, en tant que chef d'établissement, avant pandémie, pendant pandémie, après pandémie, d'être ferme à l'égard de l'intimidation en milieu de travail. On parle beaucoup d'intimidation entre les élèves, d'harcèlement scolaire, mais où est l'harcèlement en milieu de travail? Où est l'intimidation en milieu de travail? Jusqu'à aujourd'hui, je vais dans des écoles, les meilleures écoles, les pires écoles, les écoles avec un grand budget, les écoles avec un petit budget. Dans tous les environnements, je vais retrouver un environnement toxique où ce que l'intimidation, que ce soit par les chefs d'établissement, que ce soit par les responsables de cycle ou que ce soit par des collègues d'entre eux. On se fait des petites gangs, on se fait on part des rumeurs, on fait des commérages, on donne trop de travail à quelqu'un, on favorise un autre groupe, on l'appelle en milieu de la nuit pour lui dire demain tu dois soumettre ça. Alors, je vous demande de ne pas tolérer les commérages, pas tolérer les rumeurs. Si ça vient, il faut vraiment donner l'exemple en tant que leader. C'est important que vous donniez ce genre d'exemple. La citation que j'ai mise ici, donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influer les autres, c'est le seul moyen d'influencer les autres. Lorsque j'ai un leader qui, lui, est intimidateur, alors évidemment, automatiquement, ceci va venir et va avoir un impact sur toute l'école. On va avoir plus d'intimidation chez les élèves, plus d'intimidation entre les enseignants eux-mêmes. Aborder les instances d'intimidation de façon rapide. Parlez-en. Rencontrez l'intimidateur. Ayez un système de signalement qui est anonyme. Lorsque vous rencontrez l'intimidateur, amenez pas la victime avec lui. C'est pas un conflit où on a deux personnes égales. En situation d'intimidation, on parle à l'intimidateur seul et ensuite on parle avec la victime seule. Assurer qu'il y ait des conséquences. Les conséquences, ce n'est pas nécessairement punitive. Des conséquences comme, bon, on va faire un suivi en faisant, je ne sais pas moi, peut-être une séance sur le leadership positif en milieu de travail par notre psychologue. Donc, je demande à la psychologue de l'école de préparer ce genre de séance-là. Le travail d'équipe, l'esprit d'équipe, je fais, si c'est des collègues entre eux. Les relations positives, je fais ce genre de séance-là. Donc, ça peut être des conséquences qui sont constructives, pas nécessairement punitives. Mais là, il faut vous attendre à ce que l'intimidateur nie ses actions parce qu'il croit sincèrement parfois qu'il ne fait pas ça. Combien de responsables de cycle qui faisaient vivre vraiment l'enfer à leurs enseignants, à leur équipe, qui, eux, étaient la cause principale de burn-out, qui a été la cause principale qu'un enseignant excellent quittait l'école. Pourquoi? Parce qu'elle niait complètement ce trait de caractère-là. Elle, si tu lui faisais une séance, elle était la première à dire le leadership positif, c'est l'écoute, c'est le respect et c'est la compassion. Et elle te donnait des exemples. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, avec ses enseignants, c'est pas du tout ça qu'elle démontrait. Donc, parfois, c'est vraiment, ça fait partie de leur caractère, ça va jamais changer. Et là, c'est à vous de prendre des décisions. Parce que est-ce que je garde une influence aussi négative sur toute mon équipe? Et là, en contre-retour, ça a un impact sur toute la productivité de tout le cycle, ou est-ce que je change cette personne-là?
Elle est expérimentée, elle travaille très fort, parce que parfois, c'est des personnes qui travaillent très bien, qui travaillent très fort, qui ont des bons rendements. Mais en contrepartie, ils rendent la vie de leurs élèves et de leurs enseignants vraiment l'enfer. Et tout le monde, on sait, les organisations à travers le monde, des compagnies privées ou pas privées, tout le monde maintenant, on sait que le caractère n'est pas quelque chose qu'on peut former. Là. Un petit peu la personnalité, c'est la personnalité. L'expérience et l'expertise, on peut enseigner ça à n'importe qui. Tout le monde peut gagner de l'expérience et faire ce même travail-là, mais le caractère, ça, c'est quelque chose sur lequel, des fois, on ne peut pas changer, mais que ça peut venir détruire non seulement vos enseignants, non seulement la qualité d'éducation que les élèves en retour reçoivent, mais finalement la satisfaction des parents. Parce qu'ils ne peuvent pas parler à cette responsable de cycle. Ils ne peuvent pas communiquer avec elle. Alors, des fois, écoutez, moi, je parle d'une expérience personnelle. Moi, à cause de ça, j'ai changé mon enfant d'école parce que je ne pouvais pas communiquer avec la responsable de cycle. Alors, c'est très important. Et non, ce n'est pas arrivé au Liban. Alors, je ne veux pas que mes écoles libanaises se sentent visées. Donc, ce n'est pas arrivé au Liban. OK. Donc, voilà. Donc, vraiment mettre une limite à l'intimidation en milieu de travail. Et puis, finalement, pour les enseignants, et là, on va commencer avec les élèves après ça, c'est vraiment favoriser le temps que les enseignants ont pour pouvoir faire des actions ou vous favoriser des actions, mettez en place des actions qui vont favoriser le bien-être des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en tant que chef d'établissement, directeur, il faut vous assurer que les enseignants, que ce soit quand ils enseignent de la maison ou en classe, est-ce qu'ils ont assez de temps pour eux-mêmes? Ça aussi, ça peut engendrer le burn-out. L'enseignante là, qui est en ligne de 8 heures le matin jusqu'à 2-3 p.m., sans arrêt, de classe en classe, parce qu'entre cette classe, il y a des questions et l'autre classe commence et l'autre classe commence. Alors, quel temps elle a pour elle-même? Quel temps elle a pour respirer, pour manger quelque chose? Alors, qu'est-ce que je peux m'attendre de elle comme rendement après 1 heure de l'après-midi ou 2 heures de l'après-midi? Ça fait 4 heures qu'elle parle sans arrêt. Alors, assurons-nous que l'éducatrice, elle a, que ce soit à l'école, que ce soit en ligne, est-ce qu'elle a assez de temps pour manger? Prendre un petit break de 10 minutes. Qu'elle veut faire de la méditation, qu'elle veut faire une prière, qu'elle veut juste s'asseoir, regarder le plafond, c'est son affaire. Qu'elle veut aller voir ses enfants parce que ça la stresse. Ça la stresse que ses enfants, ils étudient seuls. Elle veut aller les voir, elle n'est pas capable, elle est collée à son écran. Donc, assurez-vous qu'ils ont cette opportunité-là de mouvement, de manger, de prier si c'est quelque chose qui est important pour eux. Et encouragez-les, évidemment, à mettre en œuvre les stratégies qui établissent des relations solides avec les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tantôt que dans le guide que je vais vous envoyer, mais pas moi directement, mais les bureaux locaux de KidProof qui vous ont invité à ces formations, à cette conférence. Donc, dans une semaine, vous allez recevoir votre certificat de participation, votre aussi guide. Et puis, donc, dans ce guide-là, je vous ai dit, les enseignants, justement, vont pouvoir utiliser, mettre en œuvre toutes sortes de stratégies qui vont leur permettre de bien se soigner. Ils vont reconnaître qu'ils ont des symptômes et un petit peu se soigner pour assurer ou mettre des stratégies pour favoriser leur bien-être. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il offre ce guide à vos enseignants? Et ça, c'est une grosse partie de ce guide-là que je vous envoie. La pandémie. Pourquoi les enseignants se sentent de plus en plus stressés? C'est parce que les élèves, on va voir, ont vécu la même pandémie, ont vécu le même trauma. Les élèves sont aussi anxieux, ils n'écoutent pas, ils sont démotivés, ils n'ont rien à battre, comme on dit en bon québécois. Parfois, on a des élèves qui se foutent de leurs devoirs, de leur rendement, s'ils font graduer ou pas graduer de leur niveau, d'où est-ce qu'ils sont par rapport à leur niveau scolaire. Alors, les enseignants sont non seulement là, vidés, mais fatigués à cause de leur propre trauma, mais aussi ce qu'on appelle secondary traumatic stress. Le stress traumatique secondaire, c'est lorsque j'ai affaire avec des gens qui sont aussi traumatisés. Alors, ça fait en sorte que ça vient épuiser l'enseignante et c'est pour ça qu'elle dit « mais j'ai plus de plaisir à enseigner ».
J'aimais ça, moi, enseigner, mais j'ai plus de plaisir. J'arrive pas à les rejoindre. J'arrive pas à les. Tu sais, je les regarde, c'est des zombies qui me regardent. J'arrive pas à les rejoindre. Et ça a un impact sur le rendement des élèves, sur leur rendement académique, sur leurs résultats scolaires. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce guide? Dans ce guide, je vais offrir à vos enseignants directement plusieurs stratégies. Là, quand je dis plusieurs, il y a plusieurs. Il y a des alternatives. Si elle n'est pas capable de faire ça, elle peut faire ça. C'est l'enseignante d'anglais, d'arabe, de français, de mathématiques, enseignante Protect Ed, n'importe quelle enseignante qu'elle soit, elle peut utiliser ces stratégies-là qui vont venir établir et renforcer ses relations avec ses élèves. Et là, ce guide-là, je vous l'envoie avec une garantie personnelle. Si vos enseignants mettent en œuvre au moins une des stratégies que j'énonce de façon régulière et quotidienne, je garantis que l'élève le plus difficile, qui prête le moins d'attention, qui a le plus de problèmes de comportement en classe, va devenir l'élève le plus collaboratif, qui écoute, qui respecte et qui veut faire mieux. Ça, c'est une garantie personnelle. Donc, ces stratégies-là, ce n'est pas des stratégies que j'ai inventées, c'est des stratégies qui sont utilisées par des enseignants. Ils ont été prouvés, testés par des enseignants. Donc, c'est important que vous leur donniez ce guide-là pour qu'ils s'inspirent. Il y a toutes sortes d'alternatives, comme j'ai dit. Mon caractère, ma classe, ça ne va pas fitter. Il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Il y a toutes sortes de stratégies. Et donc, pour justement leur redonner ce sentiment d'amour ou d'appréciation pour la profession de l'enseignement. Et voilà. Donc, ça, c'est pour l'enseignant. Maintenant, je vous ai promis que je vais vous donner des stratégies pour donner du soutien à vos enseignants, pour créer les conditions nécessaires pour assurer leur bien-être et donc pour qu'ils puissent implémenter vos stratégies éducatives et enseigner aussi facilement l'année prochaine. Maintenant, mon second rôle aujourd'hui et objectif, c'est vraiment de vous aider à renforcer vos élèves vers un meilleur rendement académique, des meilleures attitudes, réduire leurs troubles émotionnels et réduire leur comportement perturbateur. Parce que les élèves aujourd'hui, on le sait, ils ont vécu un trauma. Mais regardons, comme on a fait avec les enseignants, regardons qu'est-ce que vivaient les élèves avant la pandémie et qu'est-ce qu'ils ont vécu durant la pandémie. Et ensuite, on ira à la stratégie proposée par KidProof. Donc, tout d'abord, avant la pandémie, les élèves, on le sait, faisaient face à beaucoup plus de dangers que nous lorsque nous, on était jeunes. Donc, n'importe quel parent va te dire que la vie que vit mon enfant aujourd'hui, je ne sais pas comment la gérer, je ne sais pas comment communiquer avec lui, avec tous ces changements-là, parce que ce n'est pas des dangers auxquels moi j'ai fait face. On parle de dangers en ligne. Donc, le temps qu'il passe sur Internet, on a l'addiction sur les jeux, l'addiction sur les écrans. On a les prédateurs en ligne auxquels ils faisaient face. On a la cyber-intimidation, tout ce qui a rapport avec l'exposition aux écrans, le temps d'excès sur les écrans qui venait prendre leur capacité de concentration, de focus, d'imagination, de créativité, leur capacité d'avoir des relations saines. Donc, tous les problèmes, les dangers que vient avec la technologie. Évidemment, la technologie, c'est une bonne chose, mais comme n'importe quelle autre activité, elle comporte des dangers aussi. On a la violence, les instabilités politiques dans certains pays. On a les réseaux sociaux qui venaient aussi avoir un impact sur les jeunes par rapport à leur image du corps, par rapport à leurs valeurs. Ça venait changer les valeurs. On a l'intimidation et l'harcèlement scolaire. Vous allez me dire, Darine, ce n'est pas un nouveau danger. Je sais que la plupart de nous, quand on était jeunes, monsieur, madame qui m'écoutez, quand on était jeunes, on avait aussi notre intimidateur à l'école. Peut-être vous étiez l'intimidateur, je ne sais pas. Donc, on avait tous un petit peu là, le gang boss là, qui nous intimidait à l'école, mais n'importe quel éducateur auquel tu parles dans les 10 dernières années va te dire qu'on a vu une augmentation de méchanceté, la méchanceté qu'on retrouve entre tes élèves, l'agressivité qu'on retrouve, les choses qui se disent, qui se font l'un à l'autre, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant.
Alors, l'intimidation, c'est devenu un sérieux problème dans les écoles. L'exposition, risque d'exposition à la drogue, à l'alcool, au tabac. On voit à travers le monde l'âge moyen auquel les enfants sont exposés à la drogue, c'est parfois à l'âge de 8 ans, au moins à la cigarette. C'est aussi jeune que ça. On voit donc aussi les dangers dans la rue, les dangers, par exemple, les excès de vitesse, conduite. C'est une des principales causes de décès chez les 19-25 ans, c'est justement les accidents de voiture. Donc, toutes sortes de choses qui nous montrent que la pression des pères, toutes sortes de choses qui montraient ou qui venaient justifier pourquoi les décès, le suicide était une des 3 premières causes de décès chez les adolescents. Une des 3 premières causes de décès chez les adolescents, c'était le suicide. Et donc, à cause de toutes les pressions qu'ils vivaient déjà. Mais qu'est-ce que les études nous démontrent? Comment se sentent aujourd'hui nos élèves? Et là, c'est vraiment très aujourd'hui. C'est une étude qui a été faite, dont les résultats ont été publiés en février 2021. Les élèves durant la pandémie, 70 des enfants entre l'âge de 6 à 18 ans vivent aujourd'hui des symptômes de traumatisme tels que au moins un de ces domaines-là, selon l'étude. Dépression, anxiété, troubles d'attention, irritabilité, hyperactivité, obsession et compulsion. Ça, c'est le European Child and Adolescent Psychiatry. Mais comme je vous disais tantôt, ça, c'est pas nouvelle pour vos enseignants. Vos enseignants, ils voient leurs enfants déprimés, ils leur voient qu'ils ont un manque de motivation, ils voient qu'ils ont des problèmes de prêter attention ou ils ont des problèmes de comportement, etc. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nos enfants vivent tellement une hausse dans leurs troubles émotionnels? Eh bien, à travers la pandémie, les dangers auxquels les enfants ont fait face, c'est pas seulement les dangers de la pandémie elle-même. On parle pas juste du risque de maladie, distanciation sociale. On parle pas juste même de la crise économique. Les parents qui ont perdu leurs emplois. On parle de instabilité politique dans certains pays. Mais ces éléments-là font en sorte automatiquement que l'adulte dans la maison, il est stressé, il a des symptômes de trauma et les études démontrent que quand les parents ont des troubles émotionnels, ça impacte automatiquement leur habileté parentale. Ils sont plus hostiles, ils sont plus agressifs et ils sont peut-être abusifs, que ce soit l'abus émotionnel, physique ou même la négligence ou sexuelle. Donc, ces parents stressés-là, tout d'abord, ils commencent entre eux. Une femme sur 3 déjà vivait dans le monde, était victime de violences physiques et sexuelles. Mais les Nations Unies nous disent qu'il y a une shadow pandemic, donc une pandémie dans l'ombre, qui est l'augmentation des cas de violence conjugale à travers le monde. Et ça, juste pour vous donner là, une idée, des fois, dans certains pays du Moyen-Orient, on a cette augmentation-là, juste de cas signalés, qui atteint près de 96 d'augmentation comparativement à l'année 2019. Donc, les enfants vivent c'est une forme de maltraitance un petit peu émotionnelle où ils sont négligés parce que les parents, parce que la situation familiale, il y a de la violence domestique, il y a de la violence conjugale que les enfants auxquels ils vivent eux aussi. Alors, l'enfant, comment tu veux qu'il se concentre sur ta classe de maths ou sur ton classe de Zoom si lui, dans son background, il entend ses parents crier, le père qui frappe la maman, etc. Les mêmes causes et les mêmes troubles émotionnels, donc, qui causent les parents à réduire un petit peu leur capacité de pratique parentale,
eh bien, ça fait en sorte aussi que ça va augmenter les cas de maltraitance. Par rapport à des statistiques, encore une fois, on a au Canada à peu près une augmentation de 60 de cas de maltraitance contre l'enfant, de signalement. Mais si je prends un pays, par exemple du Moyen-Orient comme le Liban, où est-ce qu'il a vécu beaucoup de traumas et beaucoup d'événements traumatiques à travers la dernière année, 2 ans même. Alors, les statistiques, selon les forces de la loi, c'est que le signalement d'abus contre l'enfant de maltraitance a augmenté par 242 en l'an 2020. 242 d'augmentation de signalement. On sait que dans les pays arabes, c'est que ça demeure de sujets tabous qui sont moins signalés. Autre danger auquel ils ont fait face. La pandémie est arrivée, tous les enfants sont allés en ligne pour leurs études, pour s'amuser, pour changer d'idée, on ne peut plus sortir. Eh bien, qui a suivi rapidement? Ah, les prédateurs. UNICEF nous dit, nous avons quelques signes inquiétants, à savoir que les prédateurs en ligne se multiplient. Et ça, au Canada, 45 les forces de la loi, 45 d'augmentation de prédateurs ou de crimes contre les enfants par des prédateurs en ligne, 45 d'augmentation. Au Liban, donc j'essaie de prendre là, des deux bouts du monde, 184 d'augmentation de crimes sexuels en ligne contre les enfants par des prédateurs. Cherchez les statistiques locales. Là, je pourrais vous dire tous les pays qui sont avec moi aujourd'hui. Il n'y a pas un pays où est-ce que les crimes en ligne n'ont pas augmenté, où est-ce que les prédateurs en ligne n'ont pas augmenté. Il n'y a pas un pays où est-ce que la cyberintimidation n'a pas augmenté. Il n'y a pas un pays où est-ce que le sexting, ça veut dire les enfants qui envoient des photos de eux-mêmes qui sont inappropriées, qui sont nus, n'a pas augmenté. Les enfants, demandez à n'importe quel parent, ils vont vous dire, mon enfant, il passe sa journée sur les écrans. Il est démotivé, il est paresseux, il étudie de son lit, il se réveille à peine, il ouvre son écran, il étudie en ligne, après ça, il regarde des séries, il est démotivé. Donc, toutes sortes de dangers qui sont venus de l'exposition de la pandémie, ça fait l'enfant qui est rejeté sur Internet tout le temps. Et là, finalement, les pertes à rattraper, les pertes d'apprentissage. Après la pandémie, ce que vous allez voir, malheureusement, et c'est là le focus de plusieurs experts en éducation à travers le monde, c'est nos enfants, la qualité de l'éducation. Je sais que nos enseignants, chacun de vous, vous avez travaillé jour et nuit pour assurer le plus possible une continuité à nos élèves, pour leur assurer un niveau académique, pour leur assurer leur apprentissage. Mais la réalité est que on a vu à cause de la pandémie, toutes les différences socio-économiques de l'élève, elle a aussi influencé sa capacité de pouvoir apprendre durant ce temps-là. L'élève qui n'a pas d'iPad, qui n'a pas de laptop, qui a à peine un téléphone, il ne peut pas suivre tout le temps en ligne, il n'y a pas de connexion Internet, la connexion qui est lente, il n'y a pas un support à la maison. C'est un élève qui a peut-être des problèmes d'apprentissage, qu'habituellement, il a vraiment besoin de demander plus de questions. Là, il est gêné de demander des questions. Toutes sortes de choses. Donc, la situation est qu'il y a une grosse inquiétude à travers le monde par rapport aux pertes qu'il va nous falloir, en tant qu'éducateurs, rattraper l'année prochaine. Présentement, vraiment présentement, parce que vendredi dernier, Johns Hopkins University, UNICEF et The World Bank qui ont parti une étude qui s'appelle COVID-19 Global Education Recovery Tracker, dont l'objectif est justement de ramasser ces données-là et pouvoir aider les autorités gouvernementales dans tous les pays à mettre des stratégies pour faire ce rattrapage, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est ça les stratégies que j'essayais de vous dire. Il va falloir offrir des cours particuliers, il va falloir faire de la remédiation, réenseigner ce qu'on a enseigné, enseigner le contenu de 2 ans à 1 an peut-être. Il va falloir peut-être faire des changements au calendrier scolaire, faire plus de journées. Et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vos enseignants sur lesquels vous allez mettre plus de stress, est-ce qu'ils ont l'esprit, le bien-être nécessaire, la force d'esprit, la force physique de mettre en œuvre ces stratégies de rattrapage?
et mes élèves, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce qu'eux, ils vont être capables de subir plus d'heures d'apprentissage, du rattrapage, de la remédiation? Est-ce qu'ils vont subir 2 ans d'apprentissage dans 1 an? Selon ce que je viens de vous dire, selon l'étude qui dit que 70 des enfants vivent des symptômes de traumatisme, ça veut dire qu'ils vont avoir l'air de quoi? Si on ne fait rien, si vous ne faites rien, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air, vos classes, l'année prochaine, lorsque vous allez être en présentiel? Vous allez avoir des enfants qui ont des problèmes reliés à la pensée, manque de concentration, anxieux, déprimés, stressés. Vous allez avoir encore plus de problèmes d'indiscrimination, des comportements perturbateurs, agressifs, des difficultés dans les relations personnelles. On va avoir des enfants qui sont complètement désengagés, qui internalisent tout, qui se sentent tout le temps malades, faibles. On le sait qu'un enfant qui est maltraité à la maison, hein, qu'est-ce qu'il est? Un enfant qui est maltraité à la maison, il va un petit peu des fois réagir une des deux façons, ou bien qu'il va être agressif avec ses amis, il va avoir un comportement perturbateur ou il va être complètement désengagé, isolated, withdrawn, pas du tout là, dévoué à la classe. Donc, tout ce trauma, évidemment, ça va avoir un impact. Tous les symptômes que les études démontrent que nos enfants ont. Et oubliez les études, vous avez la preuve anecdotale, vous avez l'expérience dans vos classes à tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer ces élèves-là? Ils ne sont pas prêts à apprendre. Ils ne désirent même pas l'apprendre. Ils ne sont même pas capables d'apprendre. Ils ne seront pas capables de suivre vos stratégies de rattrapage parce qu'ils n'ont ni la force émotionnelle ou physique de le faire. Ils ne sont juste pas là. Alors, on a beau à mettre des stratégies, changer le calendrier scolaire, mettre du tutoring, mettre une stratégie de remédiation, mais si on ne s'occupe pas des enseignants, ils ne vont pas pouvoir la mettre en œuvre. Si on ne s'occupe pas des élèves, de leur aussi bien-être, alors ils seront ni capables de vous suivre dans vos stratégies et ils ne vont même pas désirer, ils n'auront même pas le vouloir ou le désir de vous suivre dans vos stratégies. Parce que les études, et c'est clair, ça doit être pour les éducateurs d'expérience, vous le savez, que pour atteindre des objectifs d'apprentissage, pour atteindre l'apprentissage, il faut Maslow avant Bloom. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept en éducation, pour ceux qui sont concepts en éducation, qui connaissent ce concept en éducation et qui ne connaissent pas ce concept en éducation, je vais vous expliquer. Donc, Maslow, c'est un expert psychologue dans les années 70 qui a dit que l'être humain a des besoins fondamentaux auxquels on doit répondre pour qu'il puisse arriver aux besoins d'accomplissement, qui est rejoindre l'apprentissage. Notre besoin d'apprentissage, d'arriver à notre plein potentiel, vouloir apprendre, être capable d'apprendre. Donc, celui-là est au bout, en haut de la pyramide. Avant d'arriver là, avant que j'aie envie d'apprendre et que je sois capable d'apprendre, eh bien, il faut que je réponde à d'autres besoins fondamentaux. Tout d'abord, mes besoins physiologiques. Évidemment, je dois manger, je dois boire, je dois être au chaud avant de penser à autre chose. Vous savez, dans vos classes, un enfant qui n'a pas mangé, qui a faim, qui n'a pas dormi parce qu'il avait trop froid la nuit, qui n'a pas bien dormi, ben, c'est un enfant qui n'est pas concentré le lendemain. Donc, ça, c'est une évidence. Après les besoins physiologiques, une fois que j'ai répondu en tant qu'être humain à ces besoins-là, je dois répondre à mes besoins de sécurité émotionnelle et physique. Donc, est-ce que je me sens en sécurité à la maison? Est-ce que je me sens en sécurité avec mes amis? Est-ce que je fais face à de l'intimidation? Est-ce que juste la situation, la crise économique, je ne me sens pas en sécurité, il n'y a pas de stabilité dans ma maison, je ne sais pas si on va avoir assez d'argent pour plus tard. Donc, tous ces sentiments-là de sécurité-là qui sont venus et qui ont été pris. Les conflits que j'ai avec mes amis, l'intimidation que je subis, l'abus, la maltraitance que je subis dans la maison.
la maltraitance ou l'insécurité que je ressens sur Internet parce qu'il y a un prédateur qui me cible. Alors, tout ça, ça vient impacter ce besoin de sécurité-là. S'il n'est pas satisfait, l'enfant ne peut pas aller à la deuxième, à la troisième qui est le besoin d'appartenance. Et là, je vous donne aussi un autre exemple très pratique. L'enfant qui se faisait intimider à l'école, harcelé par ses camarades de classe, il est en classe de maths. Tout ce à quoi il peut penser, c'est est-ce que durant la récré, ils vont se moquer de moi, ils vont prendre, je ne sais pas, mon lunch, ils vont avec qui je vais jouer. Cet enfant-là, il n'est pas concentré dans ta classe de maths. Tout à quoi il pense, c'est qu'est-ce que ses amis, est-ce qu'ils chuchotent quelque chose derrière mon dos? Alors, l'enfant qui n'est pas en sécurité, qui ne se sent pas en sécurité dans l'environnement où il se trouve, ne pas avancer dans son accomplissement. Et la même chose pour prouver. Si, par exemple, moi, je n'ai pas à manger, je n'ai pas de pain pour mettre dans ma bouche, eh bien, je vais quand même aller dehors, je vais me mettre en danger, même s'il y a la guerre, même s'il y a des bombes qui explosent, bien, je vais quand même aller courir, trouver quelque chose à manger et à boire et ramener à ma famille. Donc, on voit que physiologique, c'est pour ça que ça vient avant sécurité. Et sécurité vient avant le besoin d'appartenance, estime et accomplissement. Voyons le besoin d'appartenance. Mais moi, j'ai besoin de me sentir, OK, je me sens en sécurité à la maison. Il n'y a pas de COVID, notre situation financière, elle est correcte peut-être, mais à cause de l'isolement, à cause de toute autre chose, mes parents, eux, ils sont stressés et là, à ce moment-là, on me néglige. Personne ne me donne ce sentiment d'amour. Personne ne s'occupe de moi. Mes camarades de classe, je ne sens pas un esprit communautaire, un esprit d'appartenance à personne dans l'école. J'ai coupé toutes les relations sociales. Je n'ai pas d'affection. Alors, quand l'enfant n'a pas ça, il ne peut pas développer ses besoins d'estime de soi. Les gens qui lui disent « Ah, t'es drôle, ah, t'es intelligente, ah, t'es vraiment créative, ah, c'est beau ton dessin, c'est beau ton texte que tu as écrit. » Et c'est pour ça, les enseignantes et ça, écoutez-moi bien, qui ne savent pas donner des renforcements, des messages de renforcement positifs à leurs élèves, vont jamais avoir un élève qui est engagé et dévoué à eux. L'enseignant qui juste fait sa classe avec des critiques destructives, avec le criticism, qui ne sait pas vraiment la discipline négative au lieu de la discipline positive. Cette enseignante-là, elle va toujours dire pourquoi j'ai tout le temps les pires élèves dans ma classe? J'ai tout le temps les élèves qui perturbent le plus. J'ai tout le temps les mauvais élèves. Non, non, ma chère, tu n'as pas tout le temps les mauvais élèves. C'est parce qu'il y a un besoin d'appartenance que tu ne leur offres pas et un besoin d'estime de soi que tu ne leur offres pas. Alors, ils n'ont pas envie d'apprendre dans ta classe et ils n'ont même pas la capacité d'apprendre dans ta classe. Alors, ces besoins-là, l'enfant, avant, c'est ça le concept en éducation de Maslow avant Bloom, la taxonomie de Bloom, vous êtes bien au courant de ça. Plusieurs des plans de leçons sont basés là-dessus. C'est donc l'hiérarchie utilisée pour classer les objectifs d'apprentissage. Eh bien, ce que le concept Maslow avant Bloom dit, selon des études, c'est qu'avant que l'enfant puisse même se rappeler ou mémoriser, donc le premier un petit peu niveau dans cette hiérarchie-là de Bloom, avant qu'il commence, il doit avoir satisfait ses besoins physiologiques, sécurité, appartenance, besoin d'estime de soi. Et là, il va être arrivé aux besoins d'accomplissement, prêt à apprendre et voulant apprendre. Vous ne pouvez pas continuer à vous efforcer à atténuer les pertes d'apprentissage, mettre des stratégies de comment on va remédier à la situation si on ne répond pas d'abord à leurs besoins fondamentaux d'éducation en matière de sécurité, de santé et d'apprentissage socio-émotionnel. Et ça, vous le savez, je dis aux parents, je dis aux enseignants, parce que même pendant que je parle, je suis en train de recevoir des commentaires. Et là, en tant qu'éducateur, en tant que parent, on court. On veut leur donner toute l'information académique nécessaire. Moi, je veux mettre mes enfants dans les meilleures écoles. Je vais leur offrir la meilleure connaissance académique. On travaille sur leur IQ, le coefficient intellectuel. On travaille sur le IQ. Ça fait 20 ans que les études démontrent que quoi?
C'est quoi qui fait en sorte qu'une personne est successful et réussie dans le futur? Est-ce que c'est son IQ ou bien son EQ, son intelligence émotionnelle? Et c'est quoi? Eh bien, les études démontrent depuis 20 ans, 80% de succès de mon enfant, de vos enfants, de vos élèves vient de leur intelligence émotionnelle. 80%. Ce qu'ils ont appris à l'école, 20%. Ce qu'ils ont appris à l'université, 20%. Alors, avant de courir, vous voulez que votre élève, dans 20 ans, vous entendez qu'il est devenu chef de compagnie, que votre élève, elle soit devenue pilote, la première pilote de votre pays ou bien peut-être présidente, eh bien, si vous voulez que ça vienne de votre école, assurez leur apprentissage qui va venir répondre aux besoins de Maslow, qui va les préparer justement à pouvoir apprendre, qui va répondre à leurs besoins d'éducation en matière de sécurité, de santé et d'apprentissage socio-émotionnel. Alors, une des positions pour faire ceci, et il faut lui donner son temps, il faut lui donner le temps nécessaire. C'est-à-dire que faire des interventions, je vais mettre ça ici, faire des interventions dispersées comme un atelier ici et là ne résoudra pas le problème. Ça, c'est Mark Brackett, directeur de Yale. Alors, parce que souvent, les enseignants, les éducateurs, vous avez senti ça. Et là, on fait une semaine de sensibilisation contre l'intimidation. Un cours que l'enseignante débarque sur Internet sur comment se protéger contre les inconnus en ligne. Mais ça ne va pas venir régler leurs problèmes. Les élèves ont besoin d'un programme structuré, bien développé, basé sur la recherche, qui va venir vraiment répondre à ça. Et donc, la solution qui est proposée par KidProof et que je vous propose aujourd'hui, évidemment, c'est le programme Protect Ed. Je sais qu'il y a beaucoup je sais qu'on a beaucoup d'écoles qui implémentent Protect Ed avec moi aujourd'hui. Donc, vous allez bénéficier aussi de ce rappel. Pour les écoles qui nous rencontrent pour la première journée, c'est important de comprendre qu'on peut avoir une solution clé en main. Donc, le programme Protect Ed, c'est un curriculum de la petite section jusqu'au terminal qui, lui, va venir donner à chaque niveau scolaire un apprentissage structuré, innovant sur sa sécurité, sa santé et son éducation socio-émotionnelle. C'est préparé par des experts canadiens, mais, et c'est ça quelque chose de caractère unique de Protect Ed, le programme entier a été adapté à la région, au pays dans lequel vous êtes, pour que l'enfant, le parent et l'éducateur ne sentent pas qu'on vient lui imposer, lui enseigner des choses qui ne s'appliquent pas à sa tradition, à sa valeur ou à ses réalités, aux dangers qui sont spécifiques à votre pays. Et donc, c'est vraiment une éducation compréhensive et complète. Voyons voir c'est quoi les éléments du programme Protect Ed. Évidemment, il y a en tant que solution clé en main, c'est parce qu'on adopte une approche compréhensive. On croit que tout le monde a besoin, les enseignants, les parents, mais on vient de dire que l'être humain a besoin de Maslow, pas juste les élèves. Donc, vous allez voir qu'on s'adresse à tout le monde dans la vie de l'enfant. Le cahier de l'élève qui est offert à l'enfant, avec le cahier de l'élève, ils obtiennent un guide des parents gratuit. Vous allez voir qu'on inclut des plans de leçons pour chaque niveau scolaire, pour l'enseignante gratuitement aussi, des programmes de développement professionnel, de formation pour les enseignants avec des guides qui vont avec. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, on a les programmes de formation qui sont gratuits, les plans de leçons et des ressources qui sont gratuits, le guide des parents qui sont gratuits. Le seul coût du programme, c'est le cahier de l'élève qui n'est que 12 $ seulement en moyenne par élève, donc par cahier d'élève, par manuel, qui vient avec le guide des parents qui est gratuit. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que KidProof, on est engagé à offrir une éducation. On sait que ça vient répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, ça doit être accessible et abordable à tous.
On a vu comment l'éducation en ligne, elle a montré l'iniquité des gens qui n'ont pas pu, des élèves parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas pu recevoir le même niveau d'éducation. Eh bien, Protect Ed et Kidproof disent non. Que ce soit des élèves, on a des écoles qui sont les écoles A+, avec des frais d'inscription extrêmement chers, follement chères, et on a des écoles qui sont abordables, on a des écoles avec des enfants à niveau socio-économique très faible, sinon pauvres, et ils sont tous capables d'implémenter ce programme parce qu'on le rend abordable. Donc, c'est le droit de tous. Alors, qu'est-ce que l'enfant de l'âge, de la petite section de l'âge de 3 ans à 18 ans, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il apprenne? Il reçoit 15 leçons par année scolaire. Donc, on implémente le programme une fois à toutes les 2 semaines seulement. Ça ne prend pas beaucoup du temps. On peut lui fixer facilement ce genre de période. Et l'enfant, à tous les niveaux scolaires, va venir recevoir de l'éducation sur 6 thèmes principaux. Donc, que je sois en petite section, que je sois au terminal, je reçois ces 6 thèmes principaux. Les thèmes, et c'est pour ça que c'est important pour moi de partager le programme Protect Ed avec les gens qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, parce que ça va venir vraiment remédier aux problèmes de rattrapage scolaire l'année prochaine. Donc, les systèmes sont la sécurité physique. L'enfant va apprendre tout ce qui a rapport par rapport à ça, ses besoins physiologiques, correct? Donc, feu, électricité, poison, tous les dangers dans son environnement physique qui peuvent causer un danger à sa vie. Mais aussi les premiers soins, comment faire des premiers soins s'il y a une situation d'urgence, comment réagir dans une situation d'urgence, comment la sécurité routière. On sait on a dit tantôt à quel point c'est un danger pour les élèves, les adolescents. Comment reconnaître qu'une démonstration devient violente? Comment reconnaître qu'un regroupement est violent? Donc, vraiment développer l'esprit critique de l'enfant par rapport aux dangers dans son environnement physique. Le deuxième thème sera la sécurité personnelle. Donc, ça permet à l'enfant de reconnaître les dangers dans les personnes qui l'entourent, que ce soit des inconnus ou ses amis, ou même ses connaissances, ou même sa famille. Donc, ça, c'est pour prévenir les enlèvements, les abus, la maltraitance, la violence conjugale. Comment choisir mes amis? Comment dire non à la pression du groupe? Comment dire non à mes amis qui essayent de me manipuler, de me contrôler? Moi, en tant que maman, peut-être mon plus grand souhait, c'est que mes enfants sachent choisir leurs amis. Ça, c'est une capacité qu'ils vont garder toute leur vie. Troisième thème, c'est la citoyenneté éthique et anti-intimidation. Évidemment, là, je ne vous dis pas tous les acquis d'apprentissage pour chaque niveau scolaire, pour chacun des thèmes, mais je vous fais juste un survol rapide. Citoyenneté éthique et anti-intimidation. Donc, c'est le thème où l'enfant voit tout ce qui a rapport avec l'intimidation scolaire de façon appropriée à son âge, avec des jeux de rôle et des techniques qui sont appropriées à sa capacité d'apprendre aussi. On sait que vous avez fait souvent, on fait dans les écoles, ils vont venir faire des semaines de sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Et pendant que le groupe d'élèves fait des posters sur le harcèlement scolaire, on les voit s'intimider. Je ne veux pas que tu sois dans mon groupe. Ah non, ah toi, c'est pas beau ton slogan. Ils s'intimident pendant qu'ils font l'activité anti-intimidation. Eh bien, le programme Protect Ed, à travers des études indépendantes, a démontré qu'il arrête l'intimidation de 80% dans les classes parce qu'il offre aux élèves des techniques pratiques, parce que l'élève apprend en faisant, en pratiquant. C'est comme ça qu'il développe sa capacité de pensée critique. On ne lui dit pas juste des slogans de « dis non à la violence et oui à la tolérance ». On lui dit comment agir spécifiquement, faire 1, 2, 3 lorsque tu es intimidé, faire 1, 2, 3 lorsque toi, tu veux intimider. Quatrième thème, c'est l'Internet, donc tout ce qui a rapport avec la sécurité Internet, l'addiction, avoir eux-mêmes l'ouverture et l'intelligence, la compréhension des dangers, pouvoir arrêter de passer autant de temps en ligne, les techniques pour aussi prévenir les prédateurs en ligne, tout ce qui est le contenu inapproprié, avoir une compréhension un petit peu de l'impact de leur digital footprint. Aujourd'hui, un des dangers qui me concerne le plus par rapport à l'Internet, c'est vraiment nos enfants sur les réseaux sociaux. Et ils sont poussés à regarder
des rôles modèles, des exemples de personnes qui obtiennent la popularité, qui obtiennent des followers en étant quoi? En étant des leaders responsables de leur communauté? Non. En postant des posts, des images sexuellement explicites, inappropriées, des fois agressifs. On dit à nos filles, on dit à nos garçons, pour que tu sois populaire, pour que tu aies de la valeur dans la société, pas juste avec tes amis, peut-être des followers à travers le monde. Donc, la valeur que la société te donne, c'est par rapport à est-ce que tes images sont assez sexy ou non. C'est ça qu'on dit à nos filles. Et il est temps qu'on développe la pensée critique des enfants par rapport aux messages médiatiques qu'ils reçoivent. C'est amplement le temps. Oui, la technologie, c'était quelque chose de nouveau et on commençait à comprendre. Mais là, ça y est, on sait les dangers. Il faut qu'on leur donne ces outils-là pour assurer leur santé, sécurité et succès dans le futur. Le cinquième thème, c'est évidemment la sécurité émotionnelle qui se dit apprentissage socio-émotionnel ou intelligence émotionnelle. Mais donc, c'est vraiment là qu'on va venir répondre à toutes sortes de choses par rapport à la sécurité émotionnelle de l'enfant, que ce soit redévelopper son estime de soi lorsqu'elle est détruite dans sa maison, son image du corps lorsqu'elle est détruite à cause des réseaux sociaux, sa confiance en lui lorsqu'elle a été détruite par un autre enseignant, retrouver ses propres valeurs, capacité à être assertif, mais aussi comment gérer les conflits, comment retrouver développer des relations saines avec mes parents, avec mes amis, comment gérer la colère. On commence les techniques de gestion de colère dès l'âge de 3-4 ans. Comment gérer leur colère, et c'est des mêmes techniques que des adultes vont apprendre, mais ils ont été adaptés par nos experts pour ce jeune âge, pour leur capacité d'apprendre et d'implémenter ce qu'ils apprennent. La communication positive, langage verbal, non verbal, comment gérer mon stress, comment gérer, que ce soit les problèmes de la pandémie, les conflits que je trouve à la maison, les parents qui chicanent, comment gérer tout ça, gérer le stress que je me fais abuser. Et finalement, la vie saine. Donc, ça, c'est le sixième thème. C'est pas seulement nutrition, exercice, mais c'est aussi, ou hygiène, mais c'est aussi avoir cette pensée de comment m'améliorer, growth mindset. Donc, prise de décision. Il commence dès le niveau 3 du primaire, comment prendre des décisions efficaces, proactives. On connaît des gens qui ont 60 ans qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne savent pas fixer des objectifs. Les élèves apprennent ça dans Protect Ed dès le primaire. Comment s'auto-motiver, comment faire un plan d'action, comment choisir ma carrière, comment faire des CV, comment faire des entrevues. Alors, leadership, l'esprit d'équipe, et évidemment, comment prévenir drogue, alcool et tabac. Mais tout ça pour venir montrer que c'est avec ça, en donnant ça à nos élèves, en donnant ce genre de programme à nos élèves, alors on peut s'attendre qu'ils vont pouvoir se concentrer dans un autre cours parce qu'ils ont pu sortir. Je vis la pandémie, même si je suis à la maison. Alors là, j'ai des conflits qui se passent à la maison, j'ai de la cyberintimidation auquel je fais face à cause de mes collègues de classe. Alors là, si j'ai un cours une fois tous les 2 semaines où est-ce que l'enseignante non seulement me parle de sujets, mais me donne des techniques très claires de comment gérer, comment m'en sortir, comment me protéger émotionnellement et physiquement. Et j'apprends ça en m'amusant. Alors, je reviens le lendemain dans mon cours de maths avec beaucoup plus de capacité à apprendre. Je suis prêt maintenant à apprendre. Mon cours de Protect Ed hier a réglé mes problèmes. Donc, comme on a dit, on a des cahiers d'activités pour chaque niveau scolaire qui vient avec un guide des parents, parce que les guides des parents qui sont anglais et français, on sait les parents qui, eux, souvent sentent qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour protéger leurs enfants et ils mettent cette responsabilité-là sur les enseignants. Ton job, c'est d'enseigner, ben enseigne. Il y a eu un cas de, je sais pas moi, d'enlèvement dans notre ville, ben est-ce que vous allez enseigner sur les enlèvements? Mais les enseignants, eux, ils n'ont pas été formés là-dessus. Et donc, on va voir comment on va répondre à ça sur le programme Protect Ed. Mais les parents ont besoin de revenir comme étant la première ligne de défense chez leurs enfants. Un enfant qui a une communication
saine une relation saine aussi avec ses parents est protégée à 85% de tout danger. Il est temps qu'on redonne aux parents cette responsabilité-là, mais qu'on leur donne en même temps les outils pour pouvoir répondre à cette responsabilité-là. Donc, le guide va leur dire les risques auxquels les enfants font face, c'est quoi les signes, comment parler avec son enfant sur un sujet qui est sensible, inconfortable, c'est quoi les limites à mettre, comment développer des relations saines, etc. Et puis, donc, je vous ai promis, les enseignants pour tous les niveaux scolaires reçoivent les plans de leçons gratuitement. Aussi, donc, le programme est en français, en anglais, donc disponible en français ou en anglais. Ce qui est merveilleux et pourquoi le programme est unique, c'est que les plans de leçons sont extrêmement détaillés. L'enseignante n'aura pas le fardeau de juste qu'on lui donne des objectifs d'apprentissage et viens, toi, enseignante, crée des activités par rapport à ça. Non, ce n'est pas des lignes directrices, c'est un script complet, détaillé de qu'est-ce qui doit se passer en classe. C'est ça nos plans de leçons. On leur dit, par exemple, ça c'est un exemple, on a des ressources, donc toutes les cartes de scénario, tout ce qui est l'enseignement non linguistique, les outils qu'on utilise, les posters, tout ça, ils sont fournis à l'enseignante, donc aussi de façon gratuite. On lui dit donc les références du cahier de l'élève, etc., le temps de préparation. Ici, on lui parle des objectifs d'apprentissage, des connaissances qu'elle doit avoir. Et là, on commence la leçon. Et comme vous voyez ici, tout ce qu'elle doit dire, tout ce qui doit sortir de sa bouche à l'enseignante, c'est bien détaillé mot par mot, comme une pièce de théâtre finalement, avec ce qu'elle doit dire, les questions à demander, les réponses suggérées, c'est tout bien détaillé. On lui dit comment faire l'activité, quand dire à l'élève de se lever, de s'asseoir, etc. Donc, l'enseignante, on ne lui donne pas cette responsabilité, ce fardeau de préparer ce contenu parce que ce n'est pas son expertise. Qu'elle aille chercher quelque chose sur Internet, on n'a pas répondu aux besoins. Des fois, on a mis l'enfant en danger parce que la façon qu'elle a enseigné, elle a peut-être poussé l'enfant vers la drogue au lieu de prévenir la consommation de drogue. Et là, en ayant quelque chose de structuré, avec des objectifs d'apprentissage qui vont se développer à travers les années scolaires, on s'assure que nos enfants ont l'éducation dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins fondamentaux de Maslow. Autre que les plans de leçons, on vient et on forme tous les enseignants de votre école. Il y a 4 programmes de formation gratuits. Chaque programme est de 10 heures. Il y en a 4 pour les 4 cycles, préscolaire, primaire, complémentaire et secondaire. Les programmes de formation, on forme tous les enseignants de vos écoles, pas juste l'enseignant de Protect Ed, parce que vous allez fixer 15 à 20 périodes à travers l'année pour l'enseignement du cours Protect Ed. Évidemment, il doit y avoir une enseignante. Mais nous, on ne va pas juste former ces enseignants-là. Nous, on vient former tout le corps éducatif. Parce que tout le corps éducatif a besoin de savoir quoi faire s'il pense qu'un enfant est maltraité, s'il y a de l'intimidation dans sa classe, si elle pense qu'il y a un enfant qui s'expose de façon inappropriée en ligne, s'il y a des troubles de comportemental, il n'arrive pas à écouter en classe. Ça, c'est des choses que tous les enseignants doivent savoir, tout parent doit savoir. Alors, c'est pour ça qu'on donne l'information gratuitement à tous les enseignants de l'école, 10 heures d'enseignement avec certification, avec examen et certification s'ils passent l'examen par KidProof Canada. Donc, le guide pédagogique est gratuit qu'ils obtiennent dans les formations. Le programme de développement professionnel, les plans de leçons sont aussi gratuits. Le guide des parents qui est aussi gratuit. Le seul coût à tout ça, c'est le 12 $. Et avec ce 12 $, on vient et on garantit une éducation, l'apprentissage que les élèves ont besoin pour pouvoir s'accomplir dans les autres matières. Certaines de nos écoles Protect Ed qui nous écoutent aujourd'hui, à cause que, bon, les heures d'apprentissage ont été réduites. Alors, vous avez réduit les cours de Protect Ed. Et là, je vous dis ça. Comment ça se passe à votre école? Les enfants sont peut-être plus déprimés, pas motivés.
quand les enfants, qu'on passe par une pandémie ou après pandémie, c'est là de se concentrer sur cet apprentissage-là parce qu'ils vivent un trauma, ils vivent des troubles émotionnels. Et là, on n'a pas un élève qui le vit, on a toute une classe complète. Si on est sérieux d'améliorer le rendement scolaire, si on est sérieux sur améliorer leur attitude, si on est sérieux de réduire les troubles émotionnels, si on est sérieux de réduire les comportements perturbateurs, mais finalement, si on veut des résultats scolaires académiques, alors il faut implémenter un programme d'apprentissage socio-émotionnel et sécurité et santé. Pas Protected, un autre programme, allez-y, mais ce que je vous dis avec toute confiance, c'est qu'on est le seul programme au monde qui offre sécurité, santé et apprentissage socio-émotionnel et aussi le programme le plus abordable. Parce que c'est une mission depuis plus de 21 ans de KidProof de rendre ça accessible et disponible et continuer notre niveau innovateur et notre niveau de grand standard d'experts. Ça s'est démontré par l'étude, donc pour que pas vous pensez juste que moi je dis, mais une étude indépendante a été faite par Nielsen, qui est une organisation globale organisation globale qui fait des études, recherches et tout ça. Et donc, cette étude-là, par Nielsen en 2007, elle a démontré que 97 des élèves avaient dit, ça c'est des élèves de 12 ans, de 6e, ils ont dit qu'ils ont beaucoup appris grâce au programme Protect Ed. Ça, c'est des élèves qui étudient Protect Ed pour au moins 2 ans. 97 ont dit qu'ils ont beaucoup appris. 89 ils ont dit qu'ils s'amusaient dans les classes. Ils appréciaient comment nos activités ont été faites. Et on sait en tant qu'enseignant que lorsque l'enfant s'amuse, ça veut dire qu'il apprend. 95 ils ont trouvé un intérêt personnel. Et ça, c'est un témoignage par rapport à l'adaptation qu'on fait dans chaque pays. Je vous ai dit, c'est un programme canadien, mais vous n'avez pas le programme qui est enseigné au Canada. Vous avez le programme qui a été adapté pour votre pays, vos réalités, vos traditions, vos valeurs. Ce n'est pas dans notre intérêt de Protect Ed ou de KidProof, ce n'est pas notre mission de venir changer vos valeurs, changer les traditions et dire venez vivre à la façon canadienne. Non. Au contraire de d'autres pays, nous, ce qu'on veut, c'est dans votre réalité, dans vos valeurs, dans vos traditions, comment qu'on peut assurer la sécurité des enfants, des enseignants et des parents, votre sécurité émotionnelle et physique. Et là, bon, les enfants, ils ont beaucoup appris, ils aiment nos leçons, ils s'intéressent parce qu'on leur enseigne, ils sont intéressés, mais est-ce qu'ils ont changé de comportement? 88 des élèves ont cessé des comportements à risque ou malsains grâce à une leçon Protect Ed. Ce n'est pas un programme de sensibilisation, c'est un programme d'éducation, d'apprentissage qui va venir changer les comportements de l'élève s'ils sont des comportements dangereux ou malsains. Et c'est pour ça que je vous dis avec confiance que c'est le programme unique au monde qui offre ce genre de résultats-là. Alors là, je veux conclure par dire, et je vais prendre maintenant la période de questions sur tout le contenu que je vous ai offert aujourd'hui. Donc, ma conclusion, ce que je voulais dire, c'est justement que ce soit vos enseignants, que ce soit vos élèves, ils sont fatigués. Ils ont des symptômes de trauma. Ils ont peur, ils vivent dans des temps incertains. Pour prévenir le burn-out des enseignants, ces principaux atouts que vous avez, sans lesquels votre école s'effondre, pour prévenir que vos élèves arrivent dans des classes l'année prochaine avec des troubles de comportement, avec des troubles émotionnels, eh bien, vous devez renforcer vos enseignants, leur donner du soutien, renforcer leur bien-être. Sinon, ils ne pourront pas mettre en œuvre les stratégies que mondialement, on va annoncer dans les mois à venir suite à des études qui se font en ce moment. Ils vont dire, faites du tutoring, faites de la remédiation, plus de heures dans le calendrier scolaire, faire de la remédiation, faire du rattrapage, renseigner des choses. Eh bien, les enseignants ne pourront le faire et aussi
les élèves ne pourront pas suivre cette stratégie-là si vous ne vous occupez pas de leur bien-être et de leurs besoins fondamentaux, de sentiments d'appartenance, de sentiments d'estime, de sentiments de sécurité. Alors, j'espère que j'ai vraiment pu vous bénéficier aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Pour les personnes qui me rencontrent la première fois, j'espère que vous m'avez apprécié, vous avez apprécié les choses que j'avais à dire. En tant qu'équipe de direction, en tant que chef d'établissement, n'oubliez pas de vous occuper de vous-même aussi. C'est important, hein? Si on veut. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, ils vous disent, si vous avez des enfants, ils vous disent mettez le max d'oxygène sur vous-même et ensuite, vous pouvez le mettre sur vos enfants. En tant que leader, en tant que chef, c'est important que vous vous occupez de vous-même aussi. Donc, les stratégies que j'ai mis dans le guide, les conseils que j'ai suggérés dans le guide, que je vais vous envoyer pour les enseignants, évidemment, c'est des stratégies que vous pouvez vous mettre à vous-même. Hein? Vous pouvez utiliser vous-même en tant que personne. C'est des stratégies que toute personne doit faire. Il y a certaines choses que j'ai dit aujourd'hui qui s'appliquent, c'est-à-dire faire le bénévolat, mais aussi ne pas couper les relations personnelles, rester connecté. C'est très important. Parler avec des personnes qui sont, peut-être, si vous voulez leur parler de vos problèmes, tant mieux. Si vous ne voulez pas leur parler de vos problèmes, c'est correct. Mais ça va être une des choses, même si tu te sens, on veut surtout avec la pandémie, distanciation, on veut arrêter de parler avec les gens, on n'a pas envie de parler, on est fatigué. Mais faites cet effort-là. Je vous garantis, après avoir parlé avec une ancienne amie, un membre de la famille, une cousine, vous allez vous sentir complètement différent. Vous allez vous sentir mieux et énergisé. Et donc, de là, l'étude de 75 ans de Harvard qui a prouvé que les relations saines et entretenir ces relations-là, garder des contacts, faire les contacts de façon quotidienne, c'est ça qui nous apporte beaucoup de bonheur. Alors, faire ça. Pour ceux qui adoptent le programme Protect Ed comme sœur Émilie, j'aimerais annoncer aussi, donc le programme Protect Ed, c'était parmi les premiers que tout de suite, suite à la pandémie, on a transféré tout le contenu de façon digitale. Donc, ça a été disponible de façon digitale pour les enseignants et pour les élèves. KidProof travaille aussi présentement à rendre ce contenu digital interactif. Comme ça, l'enfant aussi continue à apprendre en jouant et en faisant. Et puis, le guide va donner des stratégies pour l'enseignant de Protect Ed spécifiquement, à part tout ce que dont j'ai mentionné tantôt, mais aussi des stratégies pour l'enseignant de Protect Ed de comment transférer le cours Protect Ed en ligne pour continuer à donner cet apprentissage essentiel à ses élèves, surtout durant la pandémie après, mais comment le faire en ligne, donc des stratégies aussi qu'elle peut utiliser pour faire ça en ligne, c'est aussi dans le guide. Et donc, ça fait partie du soutien qu'on a donné aux écoles. Les soutiens aussi qu'on a donnés aux écoles, c'est les formations ou les conférences pour les enseignants pour les aider à améliorer leur bien-être. Moi, en début de mois de août, septembre, j'avais des symptômes de trauma. Et donc, moi-même, j'avais perdu un petit peu le sens de purpose. Donc, qu'est-ce que je suis ici pour faire? Juste, vraiment la détresse, désespérée. Et donc, c'est vraiment en faisant ce genre de formation, de conférence, en me connectant à toutes vous autres, en écrivant ce guide, sachant que ça peut aider beaucoup de gens. C'est ça qui m'a redonné mon bonheur et qui m'a permis d'être une meilleure éducatrice, une meilleure chef en tant que chef de développement mondial pour KidProof. Ça m'a permis d'être une meilleure maman, et une meilleure personne, de me retrouver un peu, retrouver mon caractère. Alors j'espère que j'ai pu le transférer, cet même apprentissage que moi-même j'ai fait, que j'ai pu vous le transférer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Bahia. Merci à Adil. Merci tout le monde qui m'a écouté. Et puis, je vous souhaite une très belle, pour certaines, un très bon matin.
Pour certains, un très bon après-midi. Pour d'autres, une très belle soirée. Donc, à travers le monde, bonne soirée tout le monde et merci de votre présence.